abonnez-vous. Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Abonnez-vous, l'émission qui vous montre les coulisses de Mediapart. C'est tous les lundis à 18h et ça dure à peu près 2 heures. Le vendredi, vous retrouvez Os Politique tous les vendredis de 10h à midi pour sa Mediapartinale où il invite des journalistes, des influenceuses et des influenceurs, créateurs et créatrices de contenu. Bienvenue aux personnes qui sont déjà dans le chat et bonsoir à tout le monde. Donc ce soir, je reçois Camille Polony, tu es journaliste au Pôle Enquête. On va parler des dernières révélations de Mediapart et de Libération. C'est 80 heures de rush, de vidéos, de caméras piétons que portaient certains gendarmes pendant la manifestation et le maintien de l'ordre à Sainte-Soline. Donc préparez vos questions, mais avant ça, un peu plus haut de Nordhomme-le-Moine. Je ne sais pas si ça a été précisé, mais pour le contexte, la bassine n'avait été autorisée que de par une dérogation expressément prévue. Il me semble. Alors, moi, je ne suis pas experte bassine, donc je vais avoir du mal à vous répondre. Ce que je sais, c'est que depuis, la bassine a été déclarée illégale, et donc elle était déjà en partie construite, mais elle fait partie de celles qui ont été déclarées illégales. Au moment de la manif, peut-être qu'elle a été autorisée en vertu d'une dérogation. En tout cas, plus tard, elle a été déclarée illégale. Il y a peut-être des gens qui sont dans le chat et qui sont plus spécialistes que moi de cette question. Alors j'avoue que quand j'ai lu la question tout à l'heure, j'ai cru que Nordhomme, tu parlais de la manifestation, si elle avait été autorisée ou pas. Non, elle était interdite, la manifestation. Alors, voilà, ok. Donc, pour revenir sur la manifestation en elle-même, donc il y a eu des ordres qui ont été donnés sur la façon, enfin, le maintien de l'ordre. Il y avait aussi beaucoup de paroles médiatiques sur ce qui était attendu ce jour-là. Est-ce que tu peux nous faire un résumé finalement comment ça s'est passé Oui. Il y avait un discours qui était quand même à l'avance assez catastrophiste de la part du ministre de l'Intérieur, qui était à l'époque Gérald Darmanin, et qui annonçait la commission de violence avant qu'elle se produise, en fait, en disant que les manifestants qui venaient malgré l'interdiction de la préfecture étaient là pour casser, voire pour tuer des gendarmes et tuer les institutions. C'est ce qu'il avait dit la veille de la manifestation sur CNews. Donc il y avait quand même une stratégie mise en place par le pouvoir qui était une stratégie de la tension, qui visait à dire que toutes les personnes qui viendraient malgré l'interdiction étaient là pour en découdre et étaient là pour commettre des violences, et que finalement la violence qui serait employée en retour pour les dissuader de venir ou pour les disperser serait quelque part justifiée. Voilà, donc dans le chat, pardon, vous avez le lien vers tout le dossier Mégabassine parce que c'est énormément d'articles qui concernent différents pôles Mediapart, parce qu'il y a les aspects environnement, mais aussi maintien de l'ordre et liberté publique. Pourquoi ce chat aujourd'hui avec vous en direct c'est le moment de parler de la révélation Mediapart Libération. Donc c'est 84 heures de vidéos. En fait, ce qu'on a publié il y a un mois, c'est le résultat du visionnage de plus de 84 heures de vidéos, effectivement, qui sont des vidéos qui sont issues des caméras piétons des gendarmes, c'est-à-dire les caméras que les gendarmes portent sur la poitrine en général, qui sont accrochés à leur uniforme et qui peuvent déclencher à leur guise quand ils estiment que ce serait utile de filmer l'action. Dans le cas de la manifestation de Sainte-Soline, on comprend par le contexte que la consigne est quand même donnée de filmer assez largement, hein, pas seulement quand il y aura des affrontements, mais de filmer le déroulement de la manifestation qui est annoncée comme violente. Donc on a énormément d'heures de rush qui ont été filmées par plein de gendarmes différents, dans plein d'escadrons différents, qui sont positionnés tout autour de la bassine. Il faut s'imaginer que la bassine, c'est un grand rectangle à peu près, un peu en forme de raquette, qui fait plusieurs centaines de mètres de circonférence, et que les escadrons de gendarmes mobiles sont positionnés un peu tout autour comme un fortin. Ça a été comparé à un fortin, c'est-à-dire qu'ils sont là pour empêcher une éventuelle invasion de la bassine, parce que les autorités ont peur que les manifestants y aillent, commettent des dégradations. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais il y a des tuyaux qui peuvent être arrachés. Des bus d'irrigation, enfin des trucs cassables, mais bon, pas beaucoup. Ou en tout cas, la crainte, c'est aussi qu'ils l'occupent, ce terrain-là. Ça devienne une ZAD, voilà, que ça devienne une ZAD. C'était en tout cas la crainte des autorités à ce moment-là. Du coup, tout ça pour revenir aux images. En fait, ces images ont été tournées par les gendarmes eux-mêmes et ont été saisies ensuite par la justice dans le cadre de l'enquête judiciaire qui a été ouverte il y a 2 ans et demi, pour essayer d'élucider dans quelles circonstances et par qui ont été blessés les 4 blessés dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les 4 personnes qui ont déposé plainte, qui s'appellent Serge, donc le manifestant tombé dans le coma, Michael, qui lui aussi est tombé dans le coma, Olivier et Alix, qui ont des prénoms d'emprunt, et Olivier ayant été blessé surtout à la jambe, et Alix qui a été blessé au visage par le tir d'une grenade. En fait, peut-être que je peux le dire déjà tout de suite,
2 ans et demi plus tard, on en sait un peu plus sur les circonstances dans lesquelles ces manifestants et manifestantes ont été blessés, et notamment par quelles armes ils et elles ont pu être touchés. Par contre, aucun des gendarmes tireurs n'a été identifié par la justice, par l'enquête qui a été menée par l'IGGN sous la direction du parquet de Rennes. Sachant que Sainte-Soline n'est pas dans la zone du parquet de Rennes, mais que le parquet de Rennes est compétent pour les affaires militaires. Donc là, concernant les gendarmes, c'est lui qui a été désigné. Donc l'enquête, en fait, elle permet de comprendre une partie de ce qui s'est passé, par quoi ont été touchées ces personnes. Et elles ont été touchées pour au moins 2, voire 3 d'entre elles par des tirs tendus de grenades, qui sont des tirs interdits à l'horizontale, alors que les grenades doivent être lancées en cloche. Je ne sais pas si le mime dans Twitch passe bien, mais Oui, pas vous super voyez. bien. Et donc ces personnes ont été blessées par des tirs qui n'auraient pas dû être faits comme ça. Donc c'est déjà assez significatif. En revanche, il y a tellement de tirs qui sont faits par tellement de gendarmes au même moment pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, qu'il a été jusqu'à présent impossible, même avec beaucoup d'images, de trouver par qui ces personnes ont été blessées. Il y avait une question un peu plus haut justement, je me souviens plus du pseudo de quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi les gendarmes avaient allumé ces caméras piétons. C'était pour se protéger au cas où il y aurait eu des violences commises par les... C'est un peu l'idée, c'est-à-dire que quand on demande aux gendarmes et aux policiers de porter des caméras piétons, pour leur faire accepter les caméras piétons, on leur a pas vendu en leur disant c'est pour au cas où vous commettriez des violences, évidemment. L'idée, c'est que ça protégerait à la fois les personnes qui se retrouvent en face des forces de l'ordre et les forces de l'ordre elles-mêmes contre les outrages, les violences, parce qu'il y aurait une trace. Il faut savoir qu'une caméra piéton, quand on la déclenche, c'est à la discrétion des gendarmes ou des policiers, hein, c'est eux qui décident de la déclencher parce qu'ils peuvent voir que des choses se passent mal et que éventuellement ils voudraient garder une trace pour pouvoir prouver ensuite devant la justice ce qui leur est arrivé. Quand on déclenche une caméra piéton, il y a une mémoire tampon de 30 secondes qui revient en arrière. C'est-à-dire que la caméra, quand elle est allumée, c'est comme si elle filmait tout le temps sans enregistrer. Et quand on appuie dessus pour commencer à enregistrer, les 30 secondes précédentes restent dans la mémoire de l'appareil. Donc ça peut être utile des deux côtés, en théorie, puisque les gendarmes, les policiers peuvent la déclencher en se disant comme ça, on a commencé à m'insulter, voire on a commencé à commettre des violences contre moi. J'ai une trace, notamment grâce aux 30 secondes précédentes. Mais en fait, ça peut aussi les incriminer dans certains cas. Il y a un exemple qui est très célèbre, qui est pas en France, qui est aux États-Unis, qui est la police de Baltimore, qui 2 agents de police ou 3 qui étaient en patrouille et qui ont posé des stupéfiants au pied de quelqu'un avant de le contrôler. Et comme ils n'avaient pas pensé à la mémoire tampon de leur caméra, ils ont commencé à tourner et ça a enregistré ce qu'ils avaient fait avant. C'est comme ça qu'ils ont été confondus par leurs propres images. Donc, quand on demande pourquoi ils décident de filmer, il y a plein de cas différents. Ils peuvent décider de filmer parce qu'ils se disent « je veux tout garder de cette journée qui s'annonce très très mauvaise pour nous ». Ils peuvent se dire « là, il va y avoir de l'action, ça se sent, les manifestants se rapprochent, donc je déclenche pour pouvoir garder une trace parce qu'on va se faire attaquer ». Ça peut être se dire « moi, j'ai rien à me reprocher, je vais filmer tout le long ». Et puis, au bout d'un moment, on oublie qu'on filme. Et en fait, y compris quand ça continue à tourner, y compris quand on dit des bêtises devant les caméras, ça enregistre. S'il y a un collègue qui passe qui fait pas forcément attention au fait qu'on filme, il va être lui aussi, sa voix va être capturée parce que c'est images et sons évidemment, hein. Et les images qu'on a révélées avec Libé le mois dernier contiennent en fait, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, contiennent 3 types de problématiques: des tirs tendus de grenades qui sont enregistrés par les images et avec des consignes de tirs tendus aussi données par les hiérarchies. Et puis des propos problématiques, que ce soit des injures. Les manifestants sont traités à d'innombrables reprises de fils de pute, de pull à pisse, etc., d'enculés. Enfin, voilà, je vous répète les insultes, mais pour que vous compreniez. Et puis, beaucoup de propos qui révèlent une certaine joie, une certaine jubilation de la part des gendarmes mobiles à participer à ce moment-là, voire à blesser des manifestants, à les mutiler. Par rapport à ça, on avait une question de Terence sur le fonctionnement de la caméra piéton. Est-ce que a posteriori, donc tu l'allumes, elle filme, Ouais. tu rentres à ta caserne, tu enlèves la caméra et en fait comment ça se passe? Les images sont stockées parce que Terence demande est-ce que tu peux C'est une bonne question. supprimer Normalement non. l'image Normalement non, puisque en fait elles sont stockées sur des serveurs telles quelles et il est possible de les consulter dans certains cas très précis pour savoir ce qu'il y a dessus. En revanche, si elles sont stockées sans être visionnées et ensuite saisies par la justice, il n'y a pas de moyen de les altérer, de les changer ou de les faire disparaître. Ok. Ce
qui est possible, c'est de ne pas, enfin, c'est de perdre sa caméra piéton, j'allais dire. Ouais. J'ai pas vu ça souvent dans des affaires réelles, mais en tout cas, dans l'affaire, dans les histoires de caméras piétons de Sainte-Soline, il y a des escadrons qui n'ont pas donné les caméras piétons à la justice qui les demandait pour différentes raisons. Il y a un escadron qui justifie pas vraiment, un autre qui dit que toutes les caméras étaient en maintenance à ce moment-là et qui n'en donnent aucune, puisqu'ils disent qu'ils ne les ont pas emportées à Sainte-Soline, donc ça c'est tout à fait possible, même s'il n'y a pas de justification définitive dans cette histoire-là. Légalement, tu n'es pas obligé de porter ta caméra piéton. Non. Okay. Et d'ailleurs, tous les gendarmes ce jour-là ne portent pas de caméra piéton. Certains en ont, certains n'en ont pas. Ils ne sont pas tous équipés, certaines sont en panne, ça peut arriver. Et certaines sont déchargées. Enfin voilà, il y a plein de raisons pour ne pas en avoir. En tout cas, sur ceux qui en ont, normalement, ils sont censés les fournir. Et il y a eu, je finis juste dans le 3e escadron qui les a pas donnés. C'est parce que les images sont effacées automatiquement au bout d'1 mois et qu'ils ont cherché à les récupérer pour les donner à l'IGGN au-delà du délai auquel elles avaient expiré. Donc si on attend trop, elles disparaissent. On a d'autres questions sur vraiment la caméra piéton. Il y a Bluffone qui demande est-ce que tu peux expliquer le code couleur de la LED verte et rouge? On m'a dit que c'était contre-intuitif, que quand elle est allumée en vert, ça veut dire qu'elle ne filme pas. Ah oui, alors là je pourrais pas être si précise. Il me semble que ça veut dire que verte elle est allumée, qu'elle est en fonctionnement, mais comme je vous disais, ça veut pas forcément dire que ça rec. Et ensuite quand le gendarme enregistre, elle passe en rouge, il me semble, mais je suis pas 100% sûre. Si c'est contre-intuitif, ça doit être pour ça. Ça doit être ça, oui. Et Ganita qui dit mais même si tu perds ta caméra, elles ont forcément un numéro et le serveur pour les retrouver. Oui, puis normalement on perd pas sa caméra. En tout cas, c'est passible de sanctions disciplinaires aussi, de perdre son matériel quand on est force de l'ordre. On a un commentaire de Nordom qui nous dit ça rappelle les armes des CRS contre Zineb à Marseille. Ils ne voulaient pas confier leurs armes pour analyse balistique. Et un sentiment d'immunité comme d'habitude. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait aussi, dans un document sur Sainte-Soline de complément d'enquête, on voyait les responsables de la gendarmerie dire que les hommes se seraient trompés de groupe, ils ont tiré sur le mauvais groupe. Ça voudrait dire que ce serait une mise en scène? Alors je vois pas trop l'aspect mise en scène dans votre question, mais effectivement, ils se sont trompés de cortège parce qu'il y avait plusieurs cortèges différents qui se rejoignaient au niveau de la bassine. Et le chef d'un peloton de la garde républicaine qui est filmé par complément d'enquête à ce moment-là, dit, je crois, oh les cons, ils tirent sur les mauvais. Ouais, donc ce petit bout-là avait pas mal buzzé à l'époque, c'était juste après. Et effectivement, ils se sont trompés de cortège, mais ensuite ils ont tiré sur tous les cortèges de toute façon. Oui, X0404, ils savaient très bien qu'ils allaient tirer dans le tas. Et Néophore dit le code rond rouge enregistrement, c'est un peu universel, ils l'ont conservé. Merci pour les précisions. À la base, je pensais vous diffuser une partie de ces extraits vidéo. Je ne me rends pas compte à quel point dans le chat si tout le monde les a vus parce que j'ai eu pas mal de messages, notamment de lune virtuelle. Peut-être faire juste le teaser, le début. Quoi, ouais, c'est ce que je me dis pour qu'on se rende 1 minute 30 compte. Alors attends, le teaser. Enfin, il est au début, c'est l'introduction du sujet. Ah, l'intro, en fait. Oui. Ouais. On va voir si OBS est avec nous. Pour l'instant, tout va bien. Vous nous dites si vous vous entendez. Allez les gars, tir de GM2L, objectif les manifestants. Tiens, interviens. Ces images que Mediapart s'est procurées sont inédites. Elles ont été tournées par les gendarmes eux-mêmes. J'attends 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Elles viennent des caméras piétons fixées sur leur bus. Pourquoi tu filmes encore? Je fume pas. Putain, mais je sais pas, ça se déclenche tout le temps cette merde. Ces images ont été tournées le 25 mars 2023, à la manifestation de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, contre un projet de méga-bassine organisé par les Soulèvements de la Terre, le collectif Bassine Non Merci et la Confédération Paysanne. La préfecture avait interdit cette marche vers la bassine en construction parce qu'elle craignait une intrusion et l'implantation d'une ZAD. Voilà ce que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, prédisait la veille. Nous verrons des images extrêmement dures, parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer des gendarmes, tuer des institutions. Le jour même, le dispositif de maintien de l'ordre est colossal. Une quinzaine d'escadrons de gendarmes mobiles venus de toute la France sont positionnés autour de la bassine pour empêcher les manifestants d'y pénétrer. Les forces de l'ordre sont équipées de toutes sortes de grenades, mais aussi de 2 canons à eau et de 2 véhicules blindés. La garde républicaine grimpe même sur des quads. Ça va être beau à voir ça, regarde-moi les quads.
Des milliers de manifestants arrivent, certains résolument pacifiques Là, tu vois, ils font tous un sitting, là. et d'autres très offensifs envers les gendarmes. Il m'a mis un pavé dans le bras ce matin. Ils convergent malgré tout vers la bassine, L'adversaire se situe à 30 mètres. mais leur progression est très vite stoppée par des tirs de grenades lacrymogènes. Tire à droite. Et là, il me tire un deuxième dans la gueule. Attention, le mec devant. C'est bon. Deuxième deux ailes, ça les fait reculer. Les caméras piétons des gendarmes ont filmé sous tous les angles cette journée de manifestation et d'affrontement. Ces dizaines d'heures de vidéos ont été saisies par l'inspection générale de la gendarmerie nationale, qui les a visionnées. Pour autant, elle n'a pas averti la justice de tous les comportements problématiques qu'elle y a découverts. Mediapart a regardé 84 heures d'enregistrement. Donc tous les mecs qu'on est bandits. J'espère bien que ça va être un vrai kiff. Une GENL dans les couilles, ça fait dégager du monde, hein. Bah, on va les manger, hein. Bah oui, faut qu'on les tue. Ces images que nous révélons démontrent que les gendarmes ont effectué de nombreux tirs tendus de grenades lacrymogènes et explosives, ce qui est interdit. Et ce, sous les encouragements de leur chef. Tendu, tendu, tendu. On y découvre aussi des propos choquants, T'en crèves 2-3, ça calme. Ouais. témoignant d'une réelle volonté de blesser leurs adversaires. Fils de pute, frappe de merde, c'est un chien, là. Au final, c'est une violence physique et verbale disproportionnée qui est visible dans les images de la gendarmerie. Bien joué. C'est bon, ça. J'ai cru que le mec il allait jamais se relever. Ah ouais, mais il l'a prise là. Il a dû la prendre pleine gueule. Ah, il l'a prise pleine tête, hein. Chez lui. On va pas mettre les 18 minutes, c'était pour que vous ayez les faits saillants et un aperçu de la violence des propos et des images. Il y avait une question un peu plus haut de Terence, je crois, qui demandait, c'était écrit Mediapart a visionné 84 heures de rush. C'est toi qui as visionné et analysé tous ces rushs. Il nous demande est-ce que tu as utilisé un outil spécifique? Est-ce que tu Mes étais yeux. seul? Tes yeux, ok. Et ceux de Laura Wojcik qui signe le sujet vidéo avec moi, et ceux de 2 autres journalistes du service vidéo qui nous ont aidés pendant au moins 2 ou 3 jours. Donc oui, c'était un peu long. Mais en fait, on s'est aperçu en commençant à regarder ces images que tout ce qui était dit dans les vidéos et tout ce qui était fait dans les vidéos ne figurait pas forcément dans les retranscriptions qui avaient été faites par l'IGGN, le service enquêteur, qui elle aussi avait regardé les vidéos, mais qui n'avait pas décrit tout ce qui pouvait constituer des délits ou des problèmes, en tout cas, même déontologiques, qui sans forcément être des délits. Donc quand on a commencé à voir qu'il y avait une différence et que beaucoup de choses n'avaient pas été signalées, on s'est dit qu'il fallait regarder le plus d'images possible pour savoir exactement ce qu'il y avait dedans. Le roi Merlin dit 90 heures de ça pour regarder des vidéos de petits chats après. Alors, il y a aussi, il faut savoir, dans toutes ces heures-là, il y a beaucoup d'heures qui sont pas très utiles. Par exemple, des caméras qui ont été oubliées dans des sacs, dans des camions, et où en fait on entend le son, mais on ne voit pas d'image parce que l'image est entièrement noire. Et par exemple, on entend l'autoradio du camion ou parfois des gendarmes qui viennent au camion pour se ravitailler ou pour faire une pause, et on les entend parler. Donc, c'est intéressant d'écouter ce qu'ils disent, mais c'est pas forcément utile, et on n'a pas forcément resitué tout ce qu'on a entendu ni dans la vidéo ni dans les articles qui vont avec. Et il faut savoir, parce que c'est une question, je pense, qui peut se poser, même si là vous la posez pas tout de suite pour l'instant, c'est qu'en fait on n'a pas fait un best-of avec la vidéo qu'on a publiée qui dure 18 minutes. On n'a pas pris les pires propos, on n'a pas pris les pires moments en se disant il faut absolument aggraver leur cas. C'est-à-dire qu'on a pris des propos qui sont significatifs de ceux qu'on a entendus. Quand je vous disais tout à l'heure, on a entendu telle insulte un nombre innombrable de fois, en fait, on les a pas toutes mises bout à bout pour vous montrer qu'elles y étaient 78 fois ou 84 fois. Donc, il faut savoir que c'est représentatif de ce qu'on a vu et que on n'a pas entendu, ou très très peu, très à la marge, de propos de leur chef, par exemple, qui viseraient à modérer leur comportement ou leurs paroles. Allez vous envoyer dans le chat l'article à Sainte-Soline, la hiérarchie n'a rien vu, rien entendu. Incroyable, mais vrai. Ce qui est assez troublant dans ces extraits, c'est les passages où c'est la hiérarchie qui encourage
les gens à adopter des pratiques illégales. À la révélation de ces images, comment les responsables de la gendarmerie ont réagi? Il y a une question aussi dans le chat, c'est comment les syndicats policiers ont réagi? Alors, les syndicats de police ne sont pas vraiment concernés puisqu'il s'agit de gendarmes et donc ils ne se sont pas exprimés dessus. En revanche, il y a eu plusieurs types de réactions. Déjà, la gendarmerie a eu tendance, en tant qu'institution, à se murer dans le silence. Une fois qu'on a publié ces images, même en amont, puisqu'on avait contacté la justice et la gendarmerie en amont de notre publication pour leur poser des questions très précises, ils se sont contentés d'une déclaration très générale sur le fait que c'était des sujets dont la justice était saisie et qu'ils n'allaient pas s'exprimer davantage. Ce qui est dommage parce qu'en fait, il y a des sujets à l'intérieur de ce problème-là qui sont déontologiques et qui ne sont pas forcément que judiciaires. Et on aurait aimé savoir ce que la gendarmerie avait à dire là-dessus. Ensuite, il y a la question de ce que la hiérarchie a vu ou fait. En fait, dans les images, la hiérarchie qu'on entend parfois dire tire tendu, baisse ton canon, tire en plus tendu, etc., à vraiment de très nombreuses reprises, c'est la hiérarchie directe de ceux qui tirent avec les lance-grenades. Ce qui nous intéressait, nous aussi, c'était de comprendre si cette tolérance-là, voire ces encouragements-là, étaient portés plus haut dans la hiérarchie. Et pour ça, on s'est penché sur les auditions judiciaire des responsables du dispositif de gendarmerie, de tous les échelons un peu plus hauts, c'est-à-dire pas juste le chef direct de celui qui tire les grenades, mais le chef d'escadron, donc qui a une centaine d'hommes sous ses ordres, et puis encore au-dessus, tous ceux qui ont conçu et qui contrôlaient le dispositif jusqu'à la préfète et jusqu'aux généraux de gendarmerie qui étaient les concepteurs de la manœuvre, on va dire. Et en fait, toutes ces personnes-là, évidemment, disent soit qu'elles n'auraient jamais cautionné des tirs tendus si elles les avaient vus puisque c'est interdit, soit qu'elles n'en ont jamais été informées. Dans tous les cas, ni les propos qui sont tenus ni les tirs tendus n'ont été rapportés par aucun des membres de la hiérarchie présente sur place qui aurait pu y assister évidemment, puisque tout témoin en fait de ces faits-là aurait pu dénoncer ces pratiques-là au-dessus de lui. Oui, c'est une question que je me posais parmi tout ce que vous avez pu visionner. Est-ce que des fois, il y a des personnes qui incitent à calmer le jeu? Bah justement, non, pas tellement. Ok. On a une phrase dont je me rappelle à peu près de tête qui était fais gaffe, tes tirs pas trop tendus. Voilà. Et je crois que notre collègue Laura Wojcik a entendu d'autres propos, parce qu'on n'a pas forcément vu tout le temps toutes les mêmes images, avait un autre exemple aussi de chef qui demande de calmer un petit peu, mais c'est très très minoritaire par rapport à ce qu'on entend. Et on n'a pas voulu aggraver leur cas non plus, au sens où on comprend aussi que dans un moment de tension extrême où des gendarmes reçoivent des cocktails Molotov, s'il y a une petite insulte qui leur échappe, on les a même pas notées en fait, en se disant que ça peut arriver à tout le monde, de Oui, pas être très totalement. poli quand on se prend des cailloux en pleine figure. En revanche, c'est plutôt à froid après coup qu'on a entendu énormément de propos problématiques sur le plaisir d'avoir blessé des gens, et ça, on pensait que c'était quand même assez nécessaire à signaler. Oui, c'est vrai que c'est révélateur. Il y a beaucoup de propos qui sont très déshumanisants. Et puis, ils utilisent le mot l'adversaire. On dirait que c'est une guerre avec d'autres. Une guerre, quoi. Alors c'est un terme assez classique pour des militaires en fait, Ok. mais c'est vrai que ça fait une drôle d'impression quand on l'entend de cette manière-là, ouais. Surtout Non. dans le contexte de ces vidéos-là. Nordum Lemoine demandait les gendarmes et les militaires n'ont pas le droit au syndicat. Oui, c'est ça. Alors je crois qu'il y a eu un petit assouplissement quand même ces dernières années sur, c'est pas des syndicats, mais sur des associations professionnelles, ouais. Et par rapport à la police, c'est très différent, effectivement. Augustin82 demande est-ce qu'il y a une. Qui suppose qu'il y a une partie énorme de l'entraînement des troupes qui consiste à résister à la pression. La pression. Oui, alors, on attend quand même des forces de l'ordre, surtout des forces de l'ordre mobiles, comme les gendarmes mobiles qui sont spécialisés dans les manifestations, qu'elles gardent leur sang-froid, évidemment. Ils sont formés pour ça, au centre d'entraînement de la gendarmerie à Saint-Astier, en Dordogne. Ils en parlent d'ailleurs parfois dans les images en disant là, on n'est pas à Saint-Astier, on est sous-entendu, on est dans la vraie vie et on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est ça qui est assez troublant aussi sur leur culture professionnelle, c'est-à-dire que ce sont parmi les gendarmes les plus entraînés au maintien de l'ordre qui sont censés le mieux résister à toute forme de pression ou de panique. Et par ailleurs, les images, ce qu'elles montrent et qui, je pense, est intéressant, c'est qu'on ne voit pas tellement de panique en réalité. Non. Et que le discours de communication qui a suivi cette manifestation, qui consistait à dire que les gendarmes mobiles ont eu la peur de leur vie, etc., est sans doute vrai pour certains qui ont été vraiment en première ligne et qui ont vraiment reçu des projectiles
voire qui ont pris feu avec des cocktails Molotov. On comprend que ces gendarmes-là ont dû avoir très peur. Dans le reste des escadrons et dans les images qu'on révèle, on voit quand même aussi un grand plaisir à participer, puisque c'est en fait un événement pour des gendarmes mobiles que de participer à une journée de mobilisation où on peut tirer autant de grenades, avoir affaire à justement à des adversaires un peu consistants et pas juste attendre à côté de son camion. Donc, sincèrement, ce qui ressort des enregistrements, c'est pas tant un sentiment de peur qu'un sentiment de satisfaction de participer. On se souvient du discours, en effet, à l'époque, qui n'accréditait pas beaucoup les témoignages des manifestants et des manifestantes qui faisaient part de cette violence. Est-ce que toi, tu as pu observer le vent tourner avec ces révélations? Alors, ce qui est toujours un peu perturbant, c'est de voir la réaction politique, qui est quand même assez minime. Le ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui, Laurent Nunez, qui dit qu'il ouvre une enquête administrative. Alors, c'est quelque chose qui aurait pu être fait depuis 2 ans et demi. On ne comprend pas bien sur quoi va porter l'enquête administrative par ailleurs, puisqu'il ne précise jamais le périmètre de cette enquête. Donc, est-ce que c'est sur les ordres de tir tendus? Est-ce que c'est sur les images? Est-ce que c'est sur les propos prononcés? Est-ce que c'est sur l'ensemble du dispositif, la façon dont il a été conçu? On ne sait pas vraiment sur quoi ça porte. Donc, peut-être qu'il rendra les conclusions publiques, on ne sait pas. Et son homologue au ministère de la Justice, Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, a été interrogé au lendemain de ces révélations-là par notre collègue Laura Wojcik, qui l'a suivi en déplacement. Et il a dit qu'il n'avait pas vu les images. Et depuis, ça fait 1 mois et il n'a jamais répondu à aucune question sur ces images, sur ce qu'elles révèlent. Et donc, en fait, on ne sait même pas s'il les a vues. J'espère pour lui quand même qu'il n'a pas passé 1 mois sans les voir. Et donc, le ministre de l'Intérieur de l'époque est aujourd'hui le ministre de la Justice, ce qui fait qu'il est le supérieur hiérarchique ultime du procureur de Rennes qui mène l'enquête et qui vient d'annoncer un classement sans suite de cette enquête. Je propose du coup qu'on en parle maintenant. Je pensais qu'on pouvait en parler plus tard, mais maintenant c'est bien aussi sur ce classement sans suite. Où est-ce qu'on est la justice 3 ans plus tard? Eh bien, la semaine dernière, le procureur de Rennes a donc annoncé qu'il classait sans suite l'enquête qui portait sur les Sur les blessés circonstances des graves. 4 blessés graves. Pour plusieurs raisons, mais notamment faute d'avoir pu identifier les auteurs. C'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gendarmes qui tiraient en même temps, beaucoup avec le même type d'armes, et donc il était quasi impossible, en tout cas ils n'ont pas réussi à retrouver qui avait tiré sur qui. Donc c'est notamment pour ça et aussi pour la possibilité que les gendarmes aient agi en légitime défense, mais comme on ne sait pas qui a agi, en réalité, c'est difficile de conclure à ça. Donc les blessés font ce qu'on appelle un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, c'est-à-dire qu'ils essayent de forcer la justice à ouvrir une enquête qui serait confiée cette fois-ci à un juge d'instruction, donc plus indépendant que les procureurs. D'un autre côté, avec la révélation de ces images, le procureur de Rennes a annoncé qu'il ouvrait une information judiciaire, donc qui sera confiée à un juge d'instruction, mais sur un seul aspect, sur les tirs tendus qui sont révélés par les images. À condition, évidemment, ça ne pourra pas déboucher si on ne retrouve pas les personnes qui auraient été touchées par ces tirs tendus, voilà, en fait, ça a peu de chances d'aboutir en l'absence de victimes Parce retrouvées. que l'institution ne peut jamais être condamnée à dédommager des personnes. L'État qui ont été pourrait être blessées. condamné pour avoir blessé, parce que des agents de l'État ont blessé des personnes. Si les blessés saisissent le tribunal administratif, c'est faisable, ça peut arriver. Mais là, la justice pénale, elle cherche des responsabilités individuelles, elle cherche qui a tiré sur qui. Ok. On monte parce que j'ai loupé des Ouais. questions. Notamment, on se demandait est-ce que tu avais dû anticiper des critiques sur un traitement qui n'aurait pas évoqué les fameux jets de pierre et cocktails Bien sûr. Molotov dont tu parlais? Bien sûr, on y a pensé. Et puis, si vous avez vu le sujet vidéo, je pense que vous avez vu qu'on essaye de montrer ça aussi. Parce que de toute façon, ces images-là, elles sont inédites, elles n'avaient jamais été diffusées avant. Et il y a aussi des images en caméra subjective assez incroyables de l'intérieur des gendarmes qui se cachent derrière un camion, qui se prennent des cocktails. Bon. Donc oui, il fallait qu'on le montre aussi. Et évidemment qu'on anticipait que ça pouvait nous être reproché. Je crois qu'en fait, cette critique n'a pas été trop présente, à part par les gens vraiment de mauvaise foi, parce qu'en fait, vu qu'on en parle dans le sujet, je vois pas comment ils ont conclu qu'on n'en parle pas, à part à ne pas avoir regardé le sujet. Et puis même dans les articles écrits, en texte, on le rappelle aussi. On rappelle le nombre de blessés chez les gendarmes. Enfin, voilà, on n'est pas du tout malhonnête de ce point de vue-là, je pense. Et sur le fonctionnement de l'IGGN par rapport à l'IGPN, est-ce que l'institution est calquée?
Les deux Euh, ont un fonctionnement qui est très oui, proche ou ça, pas les inspections ont un fonctionnement qui sont assez similaires au sens où déjà chacune traite à peu près 10% des affaires qui concernent soit les policiers, soit les gendarmes. Et donc sont censés traiter les affaires les plus importantes. Ensuite, là où c'est symétrique, c'est que l'IGPN est placé sous la direction du directeur général de la police nationale, pareil côté gendarmerie. Donc c'est en ça qu'on peut critiquer leur absence d'indépendance, c'est que leur supérieur hiérarchique, c'est le directeur de la police ou de la gendarmerie, et puis le ministre de l'Intérieur au sommet. Est-ce qu'il y a eu une explication sur ce que tu expliquais plus tôt, à savoir dans les retranscriptions de l'IGGN, pourquoi il manquait ces éléments qui semblent quand même très significatifs finalement. Non, pas d'explication sur ce point. Je vais chercher pour l'article pour vous envoyer. Il semblait qu'il y avait... Alors je l'ai réveillé, il y avait un article aussi. Ah voilà, personne ne savait rien. Ouais. Je me mets en double écran et je vous envoie les liens au fur et à mesure. Est-ce que ça peut inciter pour des prochaines opérations de maintien de l'ordre, les gendarmes à surtout ne pas allumer leur caméra piéton? C'est une des questions qu'on peut se poser, oui, parce que en fait, là, ils sont confondus par leurs propres images. Peut-être qu'à l'avenir, ils décideront moins de déclencher leur caméra. Ouais, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Après, c'est pareil, hein, si quelqu'un, alors peut-être pas dans une opération aussi grosse que l'opération de Sainte-Soline, mais dans une interaction de rue, si quelqu'un accuse des policiers ou des gendarmes de violence et qui s'est fait casser le bras, par exemple, certes, s'il n'y a pas d'image, ça va être plus difficile de faire valoir les circonstances, mais si le policier est équipé d'une caméra piéton et qu'il ne l'a pas déclenchée alors que lui dit qu'il a été victime d'un outrage, de rébellion, de violence, de ne sais pas quoi, en fait, ça va quand même peser dans la balance. Après, Ouais. c'est sûr que de toute façon, une affaire de violence policière ou de violence de la part de gendarmes, elle est toujours, elle a plus de chances d'aboutir à quelque chose quand il y a des images que quand il n'y a pas d'images. Ne serait-ce que pour pouvoir confronter les versions hors des déclarations de l'un et de l'autre, mais simplement avec quelque chose d'un peu plus étayé et d'un peu plus actuel. Et justement, on a une question, alors c'est très précis. Sur son dossier traité par l'IGPN ou l'IGPN, combien sont classés sans suite? Parce qu'on parle d'aboutissement des affaires. Est-ce que Oui. tu... Alors j'ai pas les Pas chiffres les en tête, chiffres et en précis, plus, bon, on peut dire que de toute façon, en justice en général, il y a toujours un effet d'entonnoir, c'est-à-dire qu'il y a toujours plus de plaintes au début que de poursuites à la fin. Je sais pas si dans les dossiers police-gendarmerie, c'est pire qu'ailleurs, mais c'est de l'ordre de la moitié à peu près, il me semble. Un peu plus de la moitié. Il y a quelqu'un dans le chat qui me dit 80%, mais de Non, je voir crois que c'est moins, mais après, bon, faut voir qu'il y a aussi des barrages au dépôt de plainte, que tout le monde ne va pas déposer plainte contre un policier ou un gendarme parce que c'est un geste à faire qui n'est pas évident. On n'est pas forcément toujours bien reçu non plus, etc. Je vous passe ce que vous connaissez peut-être déjà, mais en tout cas, les classements sans suite peuvent intervenir en bout de course, mais il y a aussi beaucoup de barrages auparavant. Au final, sur 200 personnes blessées, c'est vrai qu'il n'y en a que 4 qui sont allés Ils sont allés déposer plainte. déposer plainte. Après, il y a 70 personnes qui ont aussi saisi le défenseur des droits, considérant que peut-être c'était une institution plus indépendante, et que même si ça n'aboutit pas aux mêmes choses, puisque c'est pas sur Il y a des pas de poursuites pénales, sanction, ouais. voilà. Mais par contre, il y a des recommandations de sanctions qui peuvent être faites par le défenseur des droits, puis c'est une autorité indépendante, donc je pense que ça a aussi ça a une autre image dans la population, et c'est pour ça que 70 personnes ont décidé plutôt de faire comme ça. Alors, Baleno nous dit 25% d'élucidation en moins cette année sur Alors, un article voilà, de c'est une autre Politis. question, c'est le taux d'élucidation. C'est-à-dire que, comme pour toute enquête, il y en a qui n'aboutissent pas parce qu'on ne trouve pas les auteurs. Ou... Effectivement, il y a des chiffres récents qui ont été publiés dans un rapport de l'ONG Flagrant Déni, sur lequel j'ai fait un article il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, je pense, et qui révèle des données que personne ne connaissait jusqu'à présent, parce que le ministère de la Justice ne les donnait pas, mais qui révèle que le taux d'élucidation des affaires de violences policières est en baisse depuis plusieurs années. On retrouve de moins en moins les auteurs. Prochain article. Et plus récent que ça. Il doit être dans la page 1. Ouais, là, l'impunité policière s'accroît. Est-ce qu'il y a des éléments d'analyse pour expliquer Oui. ce chiffre? Oui, et lisez cet article-là, je pense que ça donne un bon aperçu des problèmes qui peuvent se poser, notamment de la question des relations parfois incestueuses entre ceux qui enquêtent et ceux qui font l'objet de l'enquête.
Parce qu'il y a des termes collègues directs d'indépendance, parfois qui. En fait, il y a la partie émergée de l'iceberg, c'est quand on critique l'absence d'indépendance de l'IGPN et de l'IGGN. Mais en fait, beaucoup d'enquêtes visant des policiers ou des gendarmes sont confiées à d'autres services d'enquête qui sont encore moins indépendants que les inspections. Et c'est confié d'une façon fortuite ou il y a une. Normalement, la règle serait que les plus graves sont confiés aux inspections et les moins graves sont confiés aux services locaux. Et en réalité, c'est un peu dépendamment de effectifs disponibles, de ce que le parquet décide. C'est le parquet qui décide de service enquêteur. Et un peu comme on serait à Mediapart à choisir qui va faire l'article, il regarde qui a quoi Qui à est là, faire ouais. et puis qui est là et puis ils saisissent en fonction. Donc les services locaux ont beaucoup moins de garanties d'indépendance encore que les inspections. Sacha 94 demande si c'est littéralement sur leurs collègues qui les enquêtent parfois. Oui, parfois. Alors, à Galdian, non, on n'avait pas encore posé ta question. Est-ce qu'il y a des associations ou d'autres qui sont en droit de porter plainte contre les organismes de contrôle corporatiste qui ne font pas leur boulot, y compris en ayant accès à des preuves flagrantes? Donc, tu veux dire porter plainte contre l'IGGN, par exemple? Je sais pas si je suis pas sûre de comprendre la question. C'est-à-dire de mettre en cause l'IGGN ou Oui. l'IGPN pour le mauvais travail qu'elle aurait fait. Oui. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver de porter plainte pour entrave à la justice, par exemple. Il arrive que des plaignants le fassent en disant que leur affaire a été maltraitée et qu'ils mettent en cause directement le service d'enquête qui aurait, par exemple, fait une mauvaise retranscription. Mais il faut pouvoir étayer sa plainte, évidemment. Il y a travailleuse du stream qui nous dit est-ce qu'il y a une structure qui contrôle les actions de l'IGPN et de l'IGGN? Est-ce qu'il y a une obligation de résultat? Non. Voilà, comme ça. Pardon, c'était un peu sec. Je sais qu'on pouvait réimaginer, en tout cas, une Il structure n'y a pas de police des indépendante. polices des Ouais, polices. voilà, exactement. On remonte un peu dans les questions. Creux 192 qui nous dit ces images démontrent, s'il en est encore besoin, la réalité de la doctrine du maintien de l'ordre en France, ce calme, cette désinvolture et le non-respect des consignes de tir. L'animalisation et la posture adversaire pour des personnes manifestantes en disant c'est révoltant, mais c'est surtout il qui pleure. Est-ce que toi, depuis que tu couvres cette sujet, tu observes une évolution du modèle de maintien de l'ordre en France? Oui, alors ça, c'est plutôt des universitaires qui pourraient vous répondre mieux que moi, je pense, parce que je suis juste journaliste. Mais ce qu'on peut observer, c'est quand même un changement dans l'approche. Et quand on parlait d'adversaire, je pense que c'est pas anodin. Moi, je vous disais, c'est vrai que c'est un mot du jargon militaire qui est assez fréquemment employé, mais je pense que c'est un mot qui gagne aussi les esprits des membres des forces de l'ordre, c'est-à-dire de considérer les manifestants comme par nature hostile à l'action des forces de l'ordre, considérer qu'il faut, et ça c'est le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, l'ancien préfet, qui disait il faut impacter les manifestants, qui donnait des consignes très dures. Je pense qu'il y a un changement que toute personne qui manifeste ou tout journaliste qui travaille là-dessus peut observer depuis une dizaine d'années. C'est ce que certains chercheurs appellent une brutalisation du maintien de l'ordre, c'est-à-dire de considérer que loin du modèle traditionnel mis en valeur par la France, qui était de maintenir des manifestants à distance sans les blesser, sans les tuer, puisque c'était vraiment un objectif premier, il y a l'idée qu'il faut de plus en plus interpeller pour pouvoir traduire les gens devant la justice aussi, et quitte à faire mal aux gens quand on les interpelle, et avec d'autres façons de faire la police, d'autres unités qui sont mises en place. On a vu la naissance de la Bravem, par exemple, en région parisienne et ailleurs. Donc oui, bien sûr qu'il y a une évolution, mais il y a aussi une évolution du discours sur le maintien de l'ordre et sur les manifestants. C'est-à-dire que manifester, c'est une liberté fondamentale. Les entraves qui peuvent être mises en place pour empêcher de manifester ou pour marginaliser le principe même de manifester ne sont pas que le fait des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a aussi une interdiction plus fréquente des manifestations. Il y a aussi une critique des personnes qui ne déclarent pas les manifestations, alors qu'auparavant ça pouvait être beaucoup plus spontané sans que ça pose forcément problème. Et donc il y a tout un discours qui accompagne, et qui est un discours politique, un discours des autorités, qui accompagne cette évolution du maintien de l'ordre et qui n'est pas non plus favorable à un déploiement serein des manifestants. Dans l'extrait de tout à l'heure, on voyait, oui, Gérald Darmanin, on dirait que c'est presque une prophétie réalisatrice quand il prévient que dès le lendemain, ça sera très dur et très violent. Et on a l'impression que ça se durcit beaucoup aussi sur tout ce qui est sur les manifestants qualifiés d'éco-terroristes, les Khmer Gérald Darmanin, verts. d'ailleurs, oui. Oui. Oui, et puis bon, il y a une judiciarisation de tout ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de garde à vue qui
qui sont faites pas forcément pour des motifs d'une grande gravité, pour des infractions qui sont un peu fourre-tout, comme le groupement en vue de commettre des violences, qui est tellement large, tellement lâche, qu'on peut prendre dans les filets de cette infraction beaucoup de monde du moment qu'on est dans une manifestation non déclarée. Donc oui, bien sûr qu'il y a un durcissement progressif. Il y a aussi clairement une évolution du discours politique qui vise à marginaliser le terme même de violence policière et à ne plus l'employer. Ça peut être Gérald Darmanin qui dit: «Quand j'entends le mot violence policière, je m'étouffe». Ça peut être le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui dit qu'on ne peut pas parler de violence policière, que ça n'a pas de sens. Donc en fait, quand on nie ce phénomène-là et l'existence même de la possibilité de violence policière, on neutralise aussi par le discours le débat sur ces sujets. On a une longue question de Terence. Alors, pour celles et ceux qui ne Oui. connaissent pas Terence, il vit en Belgique. En Belgique, le comité P, chargé de surveiller les services de police, est un organisme collatéral du Parlement. Ses 5 membres sont désignés par la Chambre des représentants et sont assistés par un service d'enquête dont les membres sont issus de la police fédérale. Quid en France au niveau de la garantie d'indépendance de l'IGPN et de l'IGGN? Rien à voir, hein, c'est sûr que le comité P en Belgique, il est cité en exemple justement par beaucoup de travaux universitaires et par beaucoup d'ONG aussi, de travaux associatifs. Mediapart. Wow. Oui, alors on a les quatre. Mediapart. Il y a positif et négatif. Mediapart. Donc, bienvenue au RAID et merci Active Olivier soutien pour ce prochainement. RAID. Bienvenue Mediapart. aux personnes qui nous rejoignent. Ce soir, c'est Camille Polony qui nous parle des vidéos des caméras piétons des gendarmes lors de la manifestation de Sainte-Soline. On parle maintien de l'ordre et on est en train de parler des exemples vertueux, à savoir le comité P en Belgique. Bonsoir tout Voilà, le monde. donc Voilà. contrairement au comité P en Belgique, en France, les inspections de la police et de la gendarmerie sont pas du tout indépendantes au point de vue statutaire et elles sont composées à plus de 80% de policiers et de gendarmes. Est-ce qu'il y a une volonté d'aller vers un système comme le comité P ou- Voilà. Enfin, pardon, il faut que j'arrête de répondre par oui ou par non. Il y a eu une initiative il y a 2-3 ans d'ouvrir l'IGPN à un comité citoyen qui a rendu son premier rapport il y a 1 an peut-être maintenant. On utilise si on a quelque chose chez nous? Oui, on a quelque chose chez nous, mais alors ça, je sais plus comment on va le retrouver. Bon, t'inquiète de chercher. Peut-être si tu tapes comité citoyen IGPN. Je t'en prie, continue. Voilà, et donc ce comité citoyen a rendu un premier rapport qui a été rendu public vraiment au forceps parce qu'en fait l'IGPN ne voulait pas. Donc finalement nous on l'a publié. C'était un peu naze comme rapport, c'était pas des pistes de réforme très ambitieuses et très intéressantes. Et pourtant le ministère de l'Intérieur ne voulait pas le publier comme si ça allait vraiment mettre en péril la sécurité de l'État. Donc, bon, voilà. En gros, depuis, le comité en question, qui était composé de citoyens choisis pour ne pas être policiers, se réunit plus vraiment et il se passe plus rien. Ok. Tentative de créer un comité indépendant au sein de l'IGPN. Pas trop marché. Pas très fructueuse, ouais, la tentative, ok. Est-ce qu'il est possible de porter plainte contre un policier, mais sans déposer plainte au commissariat? Je pense à des dépôts de plainte au civil notamment. Alors non, c'est pas trop ça la méthode, mais en fait, on peut porter plainte contre un policier soit en allant dans un commissariat, soit en allant à l'IGPN si on est en région parisienne. L'IGPN est dans le 12e arrondissement de Paris, soit tout simplement en envoyant un courrier au procureur. Donc dans ce cas-là, on n'est pas forcément obligé de passer les portes d'un commissariat pour Et porter n'importe plainte. quel courrier que tu envoies au procureur. Oui, et forcément- la forme n'est pas très contrainte. Il faut dire qui on est. Et puis, comme n'importe quelle lettre, hein, on est à Paris le X décembre, j'ai oublié la date, et on explique ce qui nous est arrivé et on l'adresse au procureur. Ok, hyper intéressant d'avoir cette piste. Nordom Lemoine, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le maintien de l'ordre traditionnel qui a évolué dans le bon sens. En France, le maintien de l'ordre traditionnel où on se tient à distance, c'était pas pour tout le monde. Si les personnes racisées exclues le vivent depuis longtemps dans les colonies. En France, pendant le début du Covid, maugré par un ADS, même si c'était pas un CRS, t'as de la chance qu'on soit en centre-ville. Et les Gaules Algériens 61 et encore les Kanaks, etc. Bien sûr, là on parle de la manifestation de Sainte-Soline qui est avec un public particulier, un public de militants écologistes, qui est un public qu'on pourrait retrouver en centre-ville dans des manifestations contre la réforme des retraites ou autres. Donc un public plutôt blanc, militant, informé, qui connaît ses droits aussi. Voilà, évidemment que tout un volet de notre travail à Mediapart sur
les violences policières et sur les inspections porte sur tout un autre pan, soit du maintien de l'ordre, soit de la police, la façon de faire la police dans les quartiers par exemple, et qui évidemment s'applique différemment pour les personnes racisées exclues. Et QMB, j'aurais éteint ma question autrement. Est-ce que la hiérarchie des forces de l'ordre encourt le risque d'être poursuivie? Je pense que Camille a une réponse très courte pour toi. Non, non, c'est complexe en fait comme question. C'est-à-dire que oui, en théorie et en pratique, la justice pénale a plutôt tendance à chercher des responsables individuels. Donc, quand quelqu'un a été blessé par un tir de grenade, on cherche le tireur de grenade. Dans certains cas, un peu rares, j'allais dire, c'est des responsables qui peuvent être poursuivis même par la justice pénale. Alors, c'était le cas après la mort de Steve à Nantes, dans lequel c'est un commissaire qui a été poursuivi. C'était le cas, enfin, ça peut être le cas parfois, mais en général, c'est vraiment la personne. Le membre des forces de l'ordre directement en contact avec la personne blessée quand il s'agit de blessures qui va être poursuivi ou pas d'ailleurs, mais qui va être visé par l'enquête. Tu parlais du classement sans suite pour les blessés graves. Il y a deux procédures en cours. Donc celle-ci, classement sans suite de Serge, Alix, Olivier et Michael. Et je cherchais cet article de Lucie que vous avez vu. Ah oui, sur la condamnation dernière. des organisateurs. Oui, il y avait ces deux. C'est pratiquement, on a eu. Oui, il y avait eu le procès, temps, le procès des organisateurs de la manifestation précédente, celle d'octobre 2022, voilà, que Lucie Delaporte a couvert la semaine dernière. En fait, ce qui est paradoxal. Ça ne s'arrête pas ce soir. Bonsoir, salut Lorraine. Bienvenue. J'ai même pas vu la notice. Ah, mais c'est Clément Viktorovitch. Merci beaucoup pour le raid. Bonsoir, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent ce soir. Je refais un mini résumé. J'ai la chance de recevoir Camille Polony, qui travaille au pôle enquête de Mediapart. Et on revient sur les relations conjointes Mediapart et Libération, les caméras piétons. Je remets en plein écran les caméras piétons des gendarmes qui ont filmé des images et des propos choquants qui n'ont pas été retranscrits par l'IGGN. On est là ce soir pour parler du maintien de l'ordre, de ce que ces images aussi révèlent du maintien de l'ordre en France. Donc n'hésitez pas, on a eu déjà beaucoup de questions très précises sur le fonctionnement des caméras piétons. Mais voilà, bienvenue à tous et à toutes. Et c'est reparti, à chaque fois, Camille, elle s'interrompt et elle recule très loin dans sa chaise. C'est vrai. Surtout que là, j'ai oublié complètement ce qu'on était en train de dire. Oui, le paradoxe, c'est que les organisateurs des manifestations et certaines personnes parmi les manifestants, ont été déjà condamnés depuis longtemps en fait au tribunal suite à ces manifestations-là, alors qu'aucun gendarme ne voit pour l'instant sa responsabilité mise en cause. Oui, et sur les peines pour les personnes qui ont organisé la manifestation en octobre 2022, c'était peines assez lourdes en fait. De prison avec sursis, ouais. Oui, attendez, jusqu'à 1 an, je crois. Jusqu'à 1 an de prison avec sursis. Et ils voulaient arguer de l'urgence en fait climatique, de l'urgence à agir, et ça n'a pas été retenu. Ça n'a pas marché en première instance. Là, le résultat n'est pas encore rendu pour le procès en appel qui a eu lieu la semaine dernière, mais oui, en tout cas, c'est ce qu'elle plaide. Au tout début de notre stream, il y a Terence qui demandait comment ils vont les Serge, Alix, Michael et Olivier. Toi, est-ce que tu as est-ce que tu étais sur place lors du rendu de... Est-ce que tu sais comment ils vont mentalement? Parce que j'imagine que physiquement, ils ont tous des séquelles graves, mais... Alix, on l'a reçu dans l'émission à l'air libre mais oui, c'est vrai. Il y a 3 semaines, je pense. Je vais chercher la vidéo. Mediapart. Je n'avais pas pensé. Mais c'est pas possible. Mediapart. J'ai presque peur. Mediapart. C'est un jingle incroyable que Os Politique nous a concocté avec Usul déguisé en Edoui. Bienvenue, merci pour ce raid LCP. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. On parle des vidéos, des caméras piétons, des gendarmes qui étaient en charge du maintien de l'ordre lors de la manifestation Sainte-Soline où il y a eu donc 4 blessés graves. Et on est en train de parler d'eux justement et de prendre de leurs nouvelles. Et outre Alix, donc, qui est apparue dans notre émission à visage découvert, en fait, ce qui est frappant, c'est que quand on parle avec elle ou quand on parle avec Olivier, qui lui était blessé plutôt à la jambe, enfin au pied, il a eu un peu peur de l'amputation, mais finalement, ça s'est mieux passé que prévu. En fait, ils disent tous les deux qu'ils ont eu de la chance.
et que ils se sont bien remis et que c'est mieux que ce qu'ils avaient anticipé. Serge et Michael ont moins envie en ce moment d'être dérangés par des journalistes qui leur posent des questions, ce que je peux comprendre. Ça se peut Donc se on a des comprendre. nouvelles indirectes On est d'eux, ici, Mediapart. mais pas, on leur a pas parlé très récemment. Donc oui, là, c'est le ressenti de... Hop. Le ressenti Dans d'Alix. ces émissions, on essaye toujours que les journalistes parlent de leur travail, de la façon dont on enquête, puisque ça tombe pas du camion, hein, les enquêtes, voilà. Et donc, il y a un travail éditorial important qui est fait. La base factuelle là de votre travail, Non, c'est 84 c'est pas heures du de tout, vidéo, ces images. Alix, quand vous étiez, donc je l'ai dit, vous étiez à Sainte-Soline, vous avez été gravement blessé, notamment à cause d'un de ces tirs tendus. D'abord, quand vous avez découvert notre vidéo, j'imagine que c'est pas simple, évidemment, mais qu'est-ce que vous avez ressenti, y compris là de ce que disent Laura et Camille? Alors moi j'avais eu accès à certains éléments vu que c'est des éléments qui apparaissent dans l'enquête qui a été faite sur nos dossiers. Donc déjà c'était un peu moins dur de voir les images en ayant déjà une idée. Après pour moi ce qui ressortait, et c'est quelque chose qu'on savait, qu'on devinait, mais c'est autre chose d'avoir les images et que ces images sortent publiquement, c'est qu'en fait pour moi, même si bien sûr nos récits individuels ils ont leur importance, on sort d'une question individuelle parce que c'est pas un flic ou un gendarme, un policier qui a tiré sur une personne, c'est une institution entière par les ordres de ses gradés. Et ça, c'est que dans 9 escadrons sur 15, mais des images qu'ils ont bien voulu nous donner et des moments où ils étaient filmés. Donc on imagine que c'est peut-être même le moins pire, ce qu'on a vu. Et du coup, c'est de voir que ça sort d'une histoire individuelle et que c'est vraiment une question institutionnelle. Et ça, c'est d'une autre violence encore par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Vous disiez, on va y revenir à... Et donc Alix a eu le visage arraché. Ouais, en fait, Alix, peu après la manifestation, alors ça lui colle un peu à la peau, mais malheureusement, elle était un peu surnommée la jeune fille à la mâchoire parce que énormément de manifestants l'avaient vue très gravement blessée au visage et en fait étaient très choqués par sa blessure qui était visuellement très impressionnante, je pense. Les descriptions déjà Voilà. étaient, Et les descriptions dures. sont assez trash. Et en fait, vous voyez, ça se voit pas, elle va beaucoup mieux. Et psychologiquement, elle dit, et elle le dit dans l'émission, elle le dit en dehors aussi dans les articles qui ont été faits sur elle, qu'elle estime avoir eu de la chance parce elle a évidemment que c'est un moment choquant dans sa vie, mais qu'elle n'en reste pas traumatisée au sens où sa vie se serait arrêtée ce jour-là. Non, LCVML, on n'a pas encore posé cette question. Est-ce que les images des caméras des gendarmes, elles sont publiques ou est-ce qu'elles viennent de sources Oui, non, elles sont pas du tout publiques, elles viennent de sources. Il se trouve que dans des pays anglo-saxons, ça peut être des documents qui deviennent publics. En France, on n'a pas vraiment de possibilité à part en les obtenant par des sources. EQMB, je ne sais pas s'il manque pas la première partie de ta question. Poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui, j'étais présente sur place et c'est la première fois de ma vie que j'étais accueillie avant même d'être arrivée par des tirs d'explosifs. La mise en danger de la vie d'autrui est-elle un motif de plainte qui peut raisonnablement aboutir et en portant plainte contre la hiérarchie? C'est une question intéressante et ça a été envisagé par les blessés qui demandaient à ce que l'enquête porte sur cette infraction-là, la mise en danger de la vie d'autrui. Pour l'instant, le procureur de Rennes, donc, qui a décidé de les classer sans suite et qui a décidé d'ouvrir une enquête sur les tirs tendus, n'a pas retenu cette infraction-là, mais celle de violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. C'est un choix que lui justifie en expliquant qu'il y a des conditions très précises pour la mise en danger de la vie d'autrui, que là, elle ne serait pas remplie. Évidemment, c'est contestable aussi par des avocats qui voudraient argumenter sur le sujet. Je pense que c'est un point juridique qui peut être débattu. Alors, on a deux questions qui se ressemblent un peu, de Wadou02 et de Lukumi. Est-ce que la réputation de la gendarmerie de mieux gérer ces brebis galeuses que la police est fausse? Et comment on purge les forces de l'ordre de leur idéologie fasciste vu comment ces personnes votent? En gros, peut-être, je sais pas, pour la deuxième question, peut-être comment changer la culture, peut-être. Est-ce que c'est lors des formations? Est-ce que... En fait, alors c'est une question. Moi déjà, je suis journaliste, je suis pas là pour réformer la police et la gendarmerie. J'allais dire que les gens qui sont chargés de le faire se débrouillent, mais si jamais on devait en tirer une analyse, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que la version un peu de gauche de quand on dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux, ça va être de dire il faut accentuer la formation. Bon,
c'est peut-être vrai, hein, mais tout ne repose pas non plus là-dessus, au sens où ces gendarmes-là, c'est des gendarmes mobiles, ils sont formés au maintien de l'ordre, ils font des stages régulièrement à Saint-Astier, ils sont censés avoir une approche problème qui est raisonné, qui est débattu, qui est discuté dans leur institution. Bon, bah, si ça marche pas quand même, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème de culture professionnelle et qu'il faudrait déjà mettre tout ça à plat, que ce soit là, la manière dont ils considèrent les personnes qu'ils ont en face, que ce soit quand on parle de racisme dans les forces de sécurité, je pense que ça devrait pas être un tabou et qu'on devrait pouvoir en discuter plus ouvertement, puisque en fait les biais, qu'ils soient racistes, sexistes, homophobes ou autres, en fait, ils imprègnent tout le monde, donc il n'y a pas de raison que les forces de sécurité qui sont censées avoir un comportement exemplaire, il n'y ait pas aussi des problèmes. Et évidemment que si on regarde qui est mort ces dernières années dans des interventions de police et de gendarmerie, bah, en fait, il y a une surreprésentation de personnes, d'hommes déjà, qui sont jeunes, qui sont issus des quartiers populaires et qui sont pas blancs. Bon, bah, à partir de là, on pourrait en tirer l'idée qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faudrait traiter ce phénomène-là à part entière. Tant qu'on continuera à nier le problème, on ne pourra pas changer quoi que ce soit par la formation ou par quoi que ce soit d'autre. Sur je sais pas si c'est un mythe ou réalité, la gendarmerie qui saurait mieux réguler les brebis galeuses que la police. Bah, je pense que la gendarmerie a une autre image parce que elle est composée de militaires, qui a une idée de discipline qui est peut-être plus forte dans les yeux du public. Après, moi, ça m'a un peu surprise, je dois dire, parce que après la publication de nos articles et de la vidéo, on m'a beaucoup dit ça. Des gens qui croient un peu au système tel qu'il fonctionne, quoi, qui me disaient c'est quand même étonnant, venant de gendarmes, encore plus étonnant. Bon, je sais pas, moi j'avais pas forcément cette image-là aussi claire dans ma tête. Je sais pas, moi j'ai toujours entendu aussi. Les gendarmes étaient plus sérieux, plus carrés, parce que l'armée, mais en même temps, Peut-être. on voit toutes les enquêtes qu'on a pu sortir sur l'armée, les néo-nazis dans l'armée, enfin je sais pas si c'est très rassurant. L'Icumini, il y a peut-être un problème de recrutement, parfois. Il faut que les multirécidivistes se retirent de ces institutions, dit Roosevelt 85, mais faudrait-il qu'ils soient déjà identifiés et condamnés pour être qualifiés de multirécidivistes? Est-ce que si on assiste à des violences policières, on peut réagir en disant que c'est de la non-assistance à personne en danger si on ne réagit pas? À tout dépend ce qu'on entend par réagir. Ce qui est sûr, c'est que si on assiste à des violences policières sur la voie publique, on peut filmer, à condition de pas entraver l'intervention en cours. C'est-à-dire que là où on peut vous pousser ou vous dire dégage, même si on devrait vous le dire poliment, ça va être si vous entravez, si vous êtes vraiment dans les pattes des policiers qui sont en train d'intervenir. Mais ça peut être une manière de réagir, c'est de filmer pour documenter ce qui se passe. Ça peut être arrêter, certainement pas d'essayer d'arracher les policiers de ce qu'ils sont en train de faire, parce que là vous aurez des problèmes vous, donc voilà. Est-ce que le journal a été attaqué par la justice pour avoir publié ces images? Pas pour l'instant, non. Pour l'instant, Parce lourde qu'on conséquences, ouais. on sait pas, ça pourrait Lourd de arriver, sens. mais en tout cas, non, pas pour l'instant. Là, on a beaucoup de questions qui arrivent en même temps. Comment c'est possible qu'une enquête comme celle-ci, sur les personnes qui ont été blessées gravement, avec autant de preuves directes, finisse en classé sans suite? Ben, peut-être que, je sais pas, vous pouvez peut-être lire l'article sur le classement sans suite qui explique un petit peu les motivations qui ont conduit à cette décision-là. En fait, ce qui est un peu particulier, c'est que ce que je disais au début, mais peut-être que vous étiez pas là au début. Je pense que c'était pas le C'est normal. En fait, les gendarmes qui ont tiré sur les personnes blessées n'ont pas été retrouvés. Donc, du moment qu'on ne trouve pas les responsables, on peut pas les poursuivre. Et donc, il y a un classement sans suite. On peut même pas leur poser de questions, en fait, au-delà de les poursuivre. Avant d'avoir identifié les personnes, c'est difficile de réagir pour la justice. Oui. On a un témoignage de Anne de Grande-Bretagne qui nous dit « J'étais à la Sainte-Soline et c'était exactement comme sur les images. » Bon, peut-être aussi que ça aide à comprendre la confusion qu'on voit dans les images. C'est difficile en effet de pouvoir pointer directement quand tu tires dans le tas où finit ta grenade. Mais pour les personnes qui sont arrivées en cours avec le raid, vous inquiétez pas, il y aura le replay en ligne. Réponse 3 nous dit qu'il n'y a pas eu la volonté d'identifier les gendarmes coupables après. Il y a encore une question sur les caméras piétons de Parti Poison. Est-ce que les caméras sont associées à des individus ou... Oui. Ok. On sait à qui est la caméra, oui. D'accord. Oui, la baguette marxiste, j'ai envoyé l'article dans le chat et ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas mis. Abonnez-vous
Vous n'êtes pas abonné, que vous voulez lire l'article, je vous mets le lien vers une offre Twitch, c'est 1 mois gratuit sans engagement. On parle beaucoup des suites judiciaires. Le problème est également l'absence ou l'inutilité des procédures disciplinaires. L'administration soutient souvent les forces de l'ordre, même quand elles sont condamnées. Et bonjour à Camille, c'est Oui, c'est un Vincent confrère. Victor. D'accord, Parce que les journalistes sont autorisés dans le Twitch. il le sent. Mais oui, effectivement, il y a deux choses, et c'est intéressant que Vincent en parle, parce que il y a deux choses qui peuvent avoir lieu en parallèle. C'est l'enquête judiciaire pour essayer de trouver des responsables avec une responsabilité pénale pour le tribunal. Et puis, il y a la question disciplinaire, c'est-à-dire de ce que font les agents sur le plan déontologique. Et c'est pour ça que Laurent Nunez, un peu contraint et forcé par la diffusion des images, a dit « j'ouvre une enquête administrative ». Cette enquête administrative peut aboutir à des sanctions, mais des sanctions non internes, comme si ici, à Mediapart, quelqu'un fait une bêtise et il serait Il y a un puni par sa blâme, direction, voilà. il a un blâme. Voilà. Donc c'est possible que des gendarmes qui auraient prononcé des propos choquants, par exemple, ne seraient pas poursuivis par la justice parce que c'est pas pénal, mais que sur le plan déontologique, ils aient des problèmes. Ça pourrait arriver si quelqu'un s'en soucie. En fait, jusqu'ici, il n'y avait pas d'enquête administrative ouverte. Oui, ça répond, je pense, à plusieurs questions, dont celle de Zazo qui dit « Mais si on sait déjà qui est la caméra, comment c'est possible de ne pas avoir pu les identifier ?» Non, mais c'est une bonne question parce que en fait, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, enfin non, pardon, je vais anticiper sur les recommandations culturelles de la fin de l'émission. Je vais pas le faire tout de suite. Mais en tout cas, la manière dont les enquêtes sont faites, c'est que oui, on peut identifier la caméra, mais la caméra elle-même montre une petite partie de ce qui s'est passé ce jour-là. Elle peut montrer quelques insultes, quelques tirs tendus, selon qui filme à quel moment, mais ça montre toujours qu'une bribe. Et comme l'objectif de l'enquête pénale, c'était d'identifier qui avait blessé les blessés, c'est pas forcément sur ces images-là qu'on peut trouver, et en l'occurrence, c'est pas sur les images qu'on a trouvées. Oui, ça répond, je pense, à pas mal de questions dans le chat, parce qu'au final, c'est que 4 personnes qui ont porté plainte. Donc, il fallait vraiment, sur les images, voir ces 4 personnes et qui leur tiraient dessus. Or, c'est pas le cas. Il y a beaucoup d'images qui sont exploitées par l'IGGN dans leur enquête. Ils essayent de voir avec des images faites par des gendarmes, avec des images faites par des journalistes, avec des images faites par des manifestants, et y compris par les images d'un drone qui était volé par un vidéaste, et ils essayent de voir à quel moment les personnes ont été blessées. Dans certains cas, ils ont pu, mais pas pour autant trouver par quel gendarme. oui, du coup, en effet, Catadred, le Condé qui dit « Je lui en ai mis plein la gueule » et les autres qui le félicitent, il ne doit pas être dur à trouver, mais s'il est retrouvé, ce qui risque, c'est donc des sanctions en interne. Pardon, j'ai... Les personnes qu'on Ah oui. entend se féliciter de blesser d'autres, en fait, ils Ah oui, pourraient oui. être sanctionnés, ça serait Oui, oui. légitime dans... Oui. Ils pourraient être sanctionnés sur le plan administratif, oui. Et un peu plus haut, il y avait des remarques qui disaient en général, les personnes qui se rendent coupables de ce genre de violence ne sont pas sanctionnées mais reçoivent des médailles. Je pense que c'est peut-être en référence avec la mort de Steve. Est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre de personnes qui sont des sanctions administratives dans les forces de l'ordre? Oui, alors je les connais pas de tête, hein, mais dans les rapports annuels IGGN, IGPN, il y a des chiffres sur les sanctions qui peuvent aller du petit blâme jusqu'à la révocation, qui est très rare, mais c'est pas toujours pour des violences, hein, ça peut être pour d'autres types de comportements, comportements inappropriés avec des collègues, pour des comportements hors service, je sais pas, être complètement ivre hors service et faire n'importe quoi, ça peut être pour avoir volé de l'argent, enfin il y a tout un tas d'autres raisons d'avoir des problèmes disciplinaires que les violences. Que les violences. Ouais. Et pardon, je voyais une question plus haut, je crois que c'était sur est-ce qu'on a reçu des menaces après la diffusion de ces images. Oui. Pas du tout. Okay. Je voulais juste répondre à ça parce que c'est pas une question qu'on a souvent, mais c'est intéressant d'y répondre. Ah, on l'a tout le temps sur Ah ouais, Twitch. d'accord. Ok. Souvent les gens ils s'inquiètent. On n'a ni poursuite judiciaire pour l'instant, ni menace. N'hésitez pas si vous souhaitez en faire dans le Twitch. Comme ça, je vous banne directement. On monte. Ah, question. Merci. J'adore les gens qui ont l'habitude d'aller chez Opost et qui mettent le Q majuscule en parenthèse. Est-ce qu'on a vu au moins un gendarme dire que ce qu'il se passait n'était pas normal? Cette question a déjà été posée. Et la réponse est... non. Jusqu'à combien d'années on peut porter plainte après les faits? Voilà, les règles de prescription, je les connais pas par cœur, hein, mais je crois que pour des violences, je pense que c'est 3 ans ou 5 ans, je sais pas. C'est quoi? Est-ce que quand l'IGGN est témoin de délit, elle peut s'auto-saisir? Alors, en fait, là, dans le cas précis, l'IGGN a regardé les images des caméras piétons. Et ce qu'elle est censée faire, c'est que si elle voit des délits potentiels dans ces images, par exemple des violences,
elle est censée le rapporter au magistrat qui gère l'enquête, donc au parquet de Rennes. Ce qu'a dit le procureur de Rennes quand on l'a interrogé avant de diffuser les images, c'est qu'il n'avait pas été alerté d'éventuels délits qui auraient été rapportés par l'IGGN dans les images. Je cherche, c'était. C'est dans le premier, dans le papier qui va sous la vidéo. Ok. Il me semble que tu avais aussi. Voilà. Dans le chat. Pour les nouvelles arrivées, on va pas re-regarder les vidéos qui étaient assez dures. Hein. Je vous mets le lien dans le chat si vous avez. Voir visionner les 18 minutes. Tu avais également écrit un article sur. Pour le parquet de Rennes, il est urgent d'attendre. Oui, bah oui, parce qu'en fait, juste après la diffusion des articles et de la vidéo, le procureur de Rennes avait fait un communiqué pour dire calmez-vous, je vais décider, mais pas tout de suite. Alors, peut-on mettre en cause la hiérarchie des bataillons impliqués dans les tirs qui ont causé ces blessures graves? Est-ce que tu veux dire la hiérarchie directe, comme on a expliqué plus tôt dans le stream, qui crie tir tendu, 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 par exemple, ou tu veux dire plus haut en disant que c'est forcément une culture qui est infusée ou des ordres qui ont pu être passés? Dans tous les cas, on peut mettre en cause la hiérarchie. Après, en fait, c'est aux plaignants de le faire s'ils veulent désigner des personnes en particulier ou attaquer la responsabilité de l'État directement devant le tribunal administratif. Ça, c'est des stratégies aussi de la part des plaignants qui leur appartiennent. Enfin, mais je veux dire, oui, c'est possible dans l'absolu. Est-ce qu'on peut dire que la gendarmerie et la police disposent de dispositifs qu'on peut qualifier d'armes de guerre? Oui, d'ailleurs, c'était l'un des débats qui ont suivi la manifestation de Sainte-Soline, c'est que Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur, maintenait qu'il n'y avait pas eu d'armes de guerre utilisées, mais en fait, certaines des armes utilisées par les gendarmes ce jour-là sont des armes de guerre, au sens, dans la classification juridique, elles sont désignées comme des armes de guerre. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, hein, on décide qu'une partie des forces de l'ordre a le droit d'en être dotée, je vois pas pourquoi on l'assumerait pas. Si le ministre de l'Intérieur trouve que c'est normal, il peut dire oui, on leur a donné des armes de guerre, mais ouais, il avait Pas décidé que vraiment non. assumé, oui. Non, Loïc, Gérald Darmanin, il n'a pas encore eu le temps de regarder les vidéos. À moins qu'on ait pas eu les nouvelles infos, mais normalement, à ce jour, pas de nouvelles. Alors, il y a une idée d'Hermalia. Est-ce qu'il est possible de condamner une unité entière s'ils ne dénoncent pas leurs collègues pour éviter toute forme de corporatisme? Ça me rappelle des punitions à l'école. Ouais, moi aussi. Non, on peut pas. Est-ce que le fait d'être incapable d'identifier les auteurs peut entraîner des changements dans l'institution pour l'avenir? Si l'institution voulait s'en envie de saisir, changer. oui, c'est ça. Si effectivement, c'est quand même très inquiétant de savoir qu'en France, il y a des policiers qui ne se dénoncent pas quand ils savent avoir blessé quelqu'un ou qui dénoncent pas leurs collègues quand ils savent que c'est leurs collègues qui les ont blessés, ouais, effectivement. Et est-ce qu'il existe des opérations où il est obligatoire de filmer parce que c'est trop sensible tout du long? Non, a priori, non. Question naïve, est-ce qu'il est possible pour des associations de se porter partie civile? Pas une question naïve aussi. Non, c'est une question normale. Oui, c'est possible à la fois de se constituer partie civile pour forcer qu'il y ait un juge d'instruction désigné, c'est ce que veulent faire les 4 blessés, et aussi de porter plainte contre l'État, oui, c'est possible. Les punitions de groupe ne sont pas autorisées. Par contre, tu peux condamner la personne morale, la police, à la place. Il y a des cas où c'est l'institution Non, police. Pas vraiment. Ce serait l'État dans ce cas-là. Oui. Ah, alors, merci Koleka. Il y a eu l'unique vidéo du gendarme qui dit dis-leur de pas tirer là-bas sur le cortège familial et qui dit mais ils sont cons ou quoi quand ses collègues tirent 2 secondes après. C'est vrai, on en a parlé au début du stream. Oui, sur les caméras, je vous invite à regarder le début du stream, on en a vraiment parlé assez précisément. Ouh là là, il y a des questions avec qui on parler. Si le droit de grève et le droit de syndicat, donc on est sur 2 grosses suppositions, étaient autorisés aux gendarmes, pourrait-il y avoir un changement interne de culture de l'institution? Peut-être. Comment savoir? Le LBD n'est pas classé comme une arme de guerre, car conçu comme une arme non latérale. Le fait que leur mauvaise utilisation doit être punie. Merci à Kakwak. Ah, alors ça, c'est une question qu'on peut se poser un peu tous les jours à Mediapart. Comment expliquer le manque de relais de vos révélations dans les autres médias? Quelqu'un nous avait demandé s'il y avait eu beaucoup de Quand même, reprises dans des médias ouais, quand mainstream. Quand même, moi je dirais que par rapport à d'autres affaires concernant des policiers ou des gendarmes,
ces vidéos-là, enfin plus que les articles d'ailleurs, hein, mais la vidéo en elle-même, elle a quand même été beaucoup reprise, y compris à la télé. Hein. Alors peut-être que je suis pessimiste au quotidien, mais je trouve que d'habitude, c'est pas le cas. Enfin, là, il y a eu quand même un impact qui était supérieur à d'habitude. Ah, d'habitude, tout à fait. Et est-ce que tu as été invité? Quelqu'un nous demandait si tu avais été invité à Ouais, parler. un peu. J'avais pas trop le temps, mais oui. Comparé à l'Europe, où est-ce qu'on se place au niveau violence policière? C'est une question de la baguette marxiste. Tout à l'heure, on a parlé de l'exemple vertueux, à savoir la Belgique. Donc, Enfin, alors la Enfin, Belgique aurait des peut-être pas problèmes sur les aussi, mais violences, mais en tout cas sur le traitement des violences, oui, il y a des comités et des institutions qui sont plus indépendantes ailleurs en Europe. En fait, sur les violences policières, on n'est pas au top, loin de là, mais comme sur les prisons, on n'est pas au top, loin de là. Après, il y a un autre problème qui se surajoute, c'est l'absence d'indépendance de nos organes de contrôle, quoi. C'est que IGPN, IGGN, comme on l'a dit depuis le début, sont très rattachés, enfin, statutairement rattachés au pouvoir, plus les parquets sont pas indépendants en France, donc ça rajoute des difficultés. on parle du RIO aussi dans le chat. Est-ce que le Conseil d'État avait enjoint le ministère de l'Intérieur à réformer le port du RIO et où est-ce qu'on en est? Eh ben, on en est à ce qu'ils sont obligés aujourd'hui d'être portés de manière encore plus grande, encore plus visible sur l'uniforme et que ça n'est toujours pas fait. Pas de sanctions, j'imagine, en interne quand tu ne le fais pas. D'ailleurs, Roosevelt, alors là, il nous dit carrément dans la police, j'ai pu comprendre que celui qui dénonce un collègue, c'est celui qui est sanctionné. Bah, c'était un peu le sujet d'un livre qui est paru l'année dernière, qui a été publié par des policiers, qui s'appelle Omerta dans la police, et qui en fait racontait comment des personnes qui se considèrent comme des lanceurs d'alerte dans la police, qui dénonçaient soit des violences illégitimes, soit d'autres problèmes d'ailleurs, avaient été blacklistées, s'étaient retrouvées placardisées, et effectivement c'était l'objet principal du livre. Ouais. Donc il y a un esprit de corps qui est très puissant, quitte à couvrir des comportements problématiques. Mais bon, comme dans d'autres institutions. Oui, alors en réponse, nuance sur la Belgique, qui nous dit c'est en train de se dégrader très fortement. Les dernières manifestations syndicales sont un bel exemple. Il y a le même souci. Il y a le même souci que les GPN et les GIGN avec le comité P. Et si on a des Belges, ils doivent être plus grands que moi. C'est vrai Envoyer que le les comité sources. P a été longtemps cité comme quelque chose qui marche un peu mieux. Ouais, on a un exemple de Nordon qui nous dit sur le cas du CRS qui a dénoncé une affiche, alors on va pas dire, une affiche nazie et désormais harcelée par sa hiérarchie. Pas ce cas-là, Mais c'est pas ce cas non plus. Et je prends note pour les conseils pour changer la police dans le chat. Donc je vais voir si je peux mettre en police Verdana pour que ce soit le plus lisible possible. Ah, Terence me dit finalement c'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes récents avec le comité P. Bah alors ce chauvinisme tout à l'heure, tu me disais vive le comité P finalement. On n'aura jamais parlé autant du comité P. On a été là sous un feu nourri de questions. Voilà un peu. Torchon. Ah bah d'accord. Mais non, mais je te vois aussi les sourcils. Mais là, ça marche pas comme ça. Là, c'est directement, on est banni. Hein. Oui, peut-être que j'ai pas refait les règles pour les personnes qui viennent d'arriver, qui nous arrivent de raids divers et variés. Un message qui ne respecte pas les règles du chat, c'est la suppression du message et c'est ban. Et il n'y a pas de truc de tribunal des bannis ou je sais pas quoi. Là, c'est bon, c'est ban et c'est à vie. Hein. Ici, c'est pour le coup. Voilà. Oui, tu peux mettre au poste, avait invité des policiers et des policières. Je peux mettre le lien en entier. Ceux qui avaient publié le bouquin. Eh ben, très bien, je vais vous mettre le lien. Je suis étonnée, vous ne souciez pas de la santé de Camille, parce que d'habitude, à chaque fois sur ce genre de sujet, on a toujours des questions sur comment tu gères en termes de santé mentale aussi, de voir d'être... voilà, tout va bien, je suis aussi folle que tout le monde. Ok, c'était le message santé mentale de Camille Polony. Vous en inquiétez. Voilà, je vous ai mis le lien si vous voulez voir au post sur la loi de l'Omerta et sur les deux policiers qui balancent. Il y a aussi la question, c'est Vincent Victor, donc collègue journaliste, qui nous dit il y a aussi la question des SDSE qui ont encore moins d'indépendance que les GPN, c'est-à-dire pas du tout et traitent 90% des affaires. C'est quoi les SDSE? C'est les services locaux dont on parlait tout à l'heure, les services de déontologie locaux qui peuvent être saisis, qui sont saisis dans 90% des cas des affaires impliquant des policiers.
D'accord. Et comment ça se passe pour les saisir? Bah, c'est le parquet qui décide s'il choisit IGPN, IGGN ou des services de déontologie. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec le rapport qui est paru il y a 3 semaines de flagrant déni sur la question de l'impunité et de l'indépendance des services d'enquête. Ok. Et donc les chiffres, c'est pas dingue. Là, je vois des chiffres sur le comité P. Réponse nous dit c'est moins de 5% des plaintes qui aboutissent. Voire ils n'ont aucun moyen. Ça nuance un peu ce qu'on disait. Ah, bah, voilà, désolé si ça a déjà été demandé, mais à Mediapart, est-ce que vous avez des dispositifs? Je sais pas trop comment formuler. Oui. Oui. Est-ce qu'on s'en sert? Voilà. Oui, il y a l'aide d'une psychologue, on a un numéro que on peut appeler si ça va pas. C'est quoi les suites si on porte plainte auprès du procureur? Ah oui, ça, je trouve que c'est une très bonne question parce que c'est rarissime qu'on parle de cette solution. Camille nous a expliqué un peu plus tôt dans le stream que si vous devez porter plainte et que pour des raisons qu'on peut comprendre, vous avez peur d'aller au commissariat, vous pouvez envoyer une lettre au procureur et une lettre que tu disais, donc qui n'est pas obligé de suivre un gabarit. Oui, oui. Les suites sont les mêmes que pour n'importe quelle plainte, c'est-à-dire le procureur peut décider d'ouvrir une enquête ou pas. Il peut décider de classer sans suite à la fin ou pas. Il peut décider de vous convoquer pour vous entendre ou pas. Enfin, voilà. C'est les suites C'est les habituelles, suites comme quand on classiques. va porter plainte dans un commissariat. Ça évite juste l'étape commissariat pour tout un tas de raisons. Il peut y avoir des gens qui n'ont pas envie d'y aller, que ce soit d'ailleurs pour porter plainte contre des policiers ou pas du tout. Dans des cas de violence sexuelle, Oui, ce par que j'allais dire exemple. pour les DSS, On peut bon, imaginer que des gens n'aient pas forcément envie d'aller dans un commissariat pour le faire et raconter à un inconnu ce qui s'est passé. Eh ben, c'est aussi possible de récapituler dans une plainte écrite et de l'envoyer au procureur. prenez note sur cette astuce que nous donne Camille. Après, ça peut se faire avec un avocat aussi ou une avocate. Hein. C'est pas forcément soi-même qu'on est obligé de l'écrire si on le sent pas, quoi. Oui, ce que nous dit The Cat Sangui, c'est que si tu fais, par exemple, si tu fais la démarche d'aller en commissariat et qu'on ne veut pas prendre ta plainte, tu peux, en plan B, finalement, envoyer Oui. une lettre au procureur, parce que c'est une chose qui arrive. Donc là, sur la suite, judiciairement, c'est quoi les échéances Sur Sainte-Soline Oui, sur Sainte-Soline. Et ben là, en fait, donc avec le classement sans suite de la semaine dernière et l'ouverture d'informations judiciaires, il y a 2 choses qui vont se passer. Si les blessés veulent contester le classement sans suite, il faut qu'ils se constituent partie civile et qu'ils déposent une nouvelle plainte pour qu'un juge d'instruction soit saisi. C'est ce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire. Et puis d'un autre côté, le parquet de Rennes a lui-même saisi un juge d'instruction ou une juge d'instruction sur les tirs tendus. Et donc c'est ce nouveau magistrat, cette nouvelle magistrate qui va reprendre l'enquête De un zéro peu dans depuis le ces début. cas-là, En fait, elle bénéficie quand même évidemment de la base de ce qui a déjà été fait avant. Elle va récupérer tout ce qui a déjà été fait et puis à partir de là, choisir dans quelle direction elle veut enquêter et voir s'il y a une possibilité d'établir la responsabilité de quelqu'un dans les tirs tendus. Donc toujours, on cherche une responsabilité individuelle. Parce que Oui. là, on a encore une question sur porter plainte contre l'institution. Je pense que Ouais, Et, en fait, je comprends que ces questions reviennent, hein, mais c'est plutôt par le biais, dans ce cas-là, du tribunal administratif et de mettre en cause la responsabilité de l'État, qui est aussi une autre possibilité qui peut se faire en parallèle d'un dépôt de plainte classique. il y a Vincent Victor qui nuance un peu par rapport à la solution de la plainte auprès du procureur. Ça évite la première audition, mais après tu En commissariat, seras oui. convoqué derrière. Ça Ouais. paraît, oui, c'est pas complètement comment dire, j'allais dire dématérialisé, mais vous avez compris. Est-ce que l'option avocat, c'est pour les riches, on ne dit pas qu'au bac quand on Pas doit forcément, tenter il y a de quand même des solutions pour que, même si on n'a pas de moyens, il y ait des avocats. Après, c'est sûr que. Il y a des avocats à l'aide juridictionnelle, il y a tout un tas de façons, mais en fait, c'est plutôt que quand on est démuni, que ce soit socialement ou économiquement, on ne sait pas forcément où chercher, mais en fait, il y a des permanences d'accès au droit qui doivent permettre, en principe, que même des gens qui sont pas riches aient un avocat. Ah, on revient sur les caméras piétons. Comment se fait-il qu'il soit possible aux utilisateurs de couper la caméra, ce dont ils profitent bien, c'est les avertissements qu'ils se donnent pour ne pas dire de choses condamnables. Je suppose qu'ils arguent entre autres du respect de la vie privée, paradoxal dans l'exercice de sa profession, mais surtout il y a une réelle proportionnalité en tant que détenteur de la violence légitime. C'est pas tant qu'ils peuvent couper la caméra, les utilisateurs, que en fait, c'est eux-mêmes qui la déclenchent. Oui. Donc c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que par défaut, ils ne sont pas filmés, sauf au moment où ils décident de filmer. Et pour décider de filmer, leur motivation va être de démontrer qu'ils n'ont pas, eux, commis de violence ou fait une erreur ou eu un mauvais comportement, mais que c'est les personnes en face qui... Donc la logique, Elle est inversée. c'est la logique du porteur de caméra, en réalité, qui prime sur la situation. Je pense qu'on a aussi beaucoup dans l'imaginaire collectif
pas les films ou les séries américaines ou avec la cam qui est censée tourner tout le temps et qu'on se réfère à ça. Pourquoi les images ont mis tant de temps à sortir? Peut-être que c'est le moment aussi de rappeler le temps long de l'enquête. En fait, les images, elles ont mis 2 ans et demi à sortir. C'est difficile d'expliquer pourquoi sans raconter comment on travaille, en fait. Et là, vu qu'il y a une question de secret des sources qui se pose, je pourrais pas rentrer vraiment dans les détails. Mais en fait, elles sont sorties pour notre part quand on a été capable de les sortir. C'est-à-dire qu'avant ça, on n'aurait pas pu. Peut-être sans se baser sur cet exemple précis de Sainte-Soline, expliquer comment en règle générale tu travailles, que si on t'envoie des informations, il faut le temps de vérifier. Il faut les vérifier, il faut les confronter à d'autres sources, il faut ce qu'on appelle faire le contradictoire dans le jargon journalistique, mais c'est-à-dire toutes les personnes et institutions qui sont mises en cause dans un article qu'on s'apprête à écrire. Il faut évidemment qu'on sollicite leur version des faits. C'est pour ça que là, on a demandé, avant publication, on n'a pas pris la gendarmerie en traître en leur faisant une surprise. On a écrit à la gendarmerie, la cellule communication de la gendarmerie, en leur disant voilà les éléments dont on dispose, voilà les questions qu'on voudrait vous poser, est-ce que vous acceptez d'y répondre? En fait, ils se sont contentés de faire une déclaration très courte qui résume un peu leur position générale, mais sans rentrer dans les détails. Le parquet de Rennes a fait un peu la même chose, en répondant de manière assez minimaliste. Mais nous, on est tenus aussi de faire ça en bout de course, c'était vers la fin, quand on était presque prête à publier. Mais il y a tout un cheminement à suivre une fois qu'on travaille sur un sujet pour aboutir à la publication de quelque chose. Par rapport aux questions sur la caméra, comme Camille a vraiment répondu d'une façon assez exhaustive en début de stream, je vous suis en train de vous répondre dans le chat. Dit Itilzul dans vos articles, il me semble que vous indiquez quelques instants après cette remarque, le collègue coupe la caméra. Oui, ils peuvent la Parce qu'ils peuvent la couper, ouais, bien sûr. C'est pareil, c'est leur décision. Ce qui est intéressant, je pense que ça se reflète pas mal dans la vidéo qu'on a publiée, c'est qu'en fait, il y a plein de moments où ils oublient qu'ils sont filmés, où ils se rendent compte que leurs collègues les filment. En fait, c'est pas non plus évident. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils commencent à filmer, ils oublient ou ils remarquent pas qu'un tel est équipé d'une caméra. Enfin voilà, en fait, il faut voir qu'on filme, mais qu'on est filmé aussi par les autres. Donc en fait, ça fait tout un jeu de miroirs et de contre-champs qui fait que plein de gens peuvent tenir des propos parce qu'eux ne filment pas, mais qu'ils que les autres filmaient. Enfin voilà, c'est pas que par sa propre caméra qu'on est attrapé, entre guillemets. Donc il y a aussi des gendarmes qui se rendent compte parce qu'ils voient la petite lumière en face que ça filme et qui disent attention, tu filmes, alors qu'ils viennent de dire des gros mots. Et des gros mots, c'est formulé. Mais du coup, oui, il y a des moments où ils s'aperçoivent qu'ils sont filmés, et ils se rendent compte qu'ils pourraient avoir un problème. La baguette Marseille se demande sur les littérales envies de meurtre de certains, est-ce que c'est répréhensible? C'est vrai que est-ce que même si on ne sait pas à qui s'adresse la menace de mort, menacer de mort quelqu'un, normalement c'est... Oui, alors, je vois l'idée, mais menace de mort quand c'est à l'oral et que c'est pas dirigé sur une personne en particulier, ce serait un peu difficile à poursuivre en pratique, je pense. C'est-à-dire que c'est un manquement déontologique, à coup sûr. Une faute pénale, c'est pas sûr. Et sur tout ce qui est manquement déontologique, vous pourrez voir les détails dans le replay qu'il existe, les sanctions que n'importe quelle personne salariée peut avoir, donc des blâmes, avertissements, licenciements, voilà. Vincent Victor dit JV, merci pour le live et bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, on a un gentil message de Nana. Mise même Lord, bonsoir mesdames, pour ce sujet, je me suis abonnée depuis 10 mois maintenant. Et je ne regrette pas. Toute l'équipe réalise un travail de malade. Merci à vous de faire vivre le journalisme. Ce dossier en particulier est dingue. Sans vous, on ne serait rien. Vous êtes les goths. Écoute, merci. C'est bien d'avoir des messages d'encouragement. Nordom le Moine te demande si c'est un peu délicat, mais est-ce que dans les heures d'enregistrement, tu as entendu beaucoup de femmes gendarmes et est-ce qu'il semblait y avoir une différence majeure? Alors c'est très intéressant. Oui, alors il y a effectivement beaucoup moins de femmes, moins nombreuses, mais il y en a quand même un petit peu. On les entend aussi parler. Par exemple, vous avez vu les gendarmes qui sont sur des quads qui viennent de la garde républicaine. Leur chef est une femme. Et puis il y a des femmes dans les lanceuses de grenades. Enfin voilà, à tous les postes on trouve des femmes. Enfin à tous les postes. C'est vrai que dans les chefs d'escadron, il n'y en a pas trop, mais à part cette dame de la garde républicaine. Donc oui, on en entend aussi, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant qu'on a essayé de faire ressortir au fil des articles, mais qui
peut être dit à l'oral maintenant, c'est qu'il y a quand même une forme de masculinité qui saute aux yeux dans les images, qui est qu'il y a énormément de rapports virilistes au monde, qu'il y a énormément de remarques homophobes, qu'il y a beaucoup de masculinité Toxique, hein, faut dire le mot. toxique, Ouais, hein. en tout cas flagrante et répétitive, ouais, avec tous les attributs classiques de la masculinité, des gendarmes qui se tapent les fesses, des gendarmes qui parlent de ce qu'ils vont boire ce soir. Alors après, en fait, c'est pas forcément utile à l'information du public et donc on n'a pas gardé tout un tas de choses, mais il y a une forme de virilisme qui ressort des images qui est assez frappant. Oui, qui est endossé du coup aussi par les gendarmes femmes. Oui, ou en tout cas, c'est devant elle sans que ça pose de problème. Ouais. Acabadabra, ils n'ont pas moyen d'effacer leur film avant de les remettre. On a aussi déjà répondu à Non, cette ils ont pas question. moyen. Normalement, non. Bonsoir, je me demandais, est-ce que suite à ça, vous avez reçu d'autres témoignages de policiers ou de gendarmes qui n'adhéreraient pas à ce type de comportement et qui les salissent par rebond? Et donc, y a-t-il, ou voyez-vous, une prise de conscience de la police de sa violence? Est-ce que tu as reçu des notes in my name en cascade? Bah toujours, on en reçoit toujours un petit peu. Hein. En fait, en travaillant à Mediapart, on a les deux, quoi. On a des témoignages qui nous arrivent de personnes qui dénoncent des violences, et puis des témoignages de l'intérieur aussi, de gendarmes gendarmes ou de policiers hein, qui trouvent que tel article révèle une pratique qui n'est pas normale. Enfin, bien sûr, on en a un peu. Je sais pas si, enfin, pardon, hein, c'est un esprit d'escalier, mais je sais pas si on peut lier ça spécialement à ces vidéos-là. En fait, je pense que tout le temps, quand on publie des enquêtes qui portent sur des mauvais comportements policiers, il y a toujours quelques messages qui nous arrivent de policiers ou de gendarmes qui disent que c'est pas normal ce qui s'est passé. Même en général, des fois, les gens ils nous accusent aussi un peu de feuilletonner les articles, mais c'est que d'un article, ça peut déclencher d'autres prises Bien de sûr. parole, qui déclenchent d'autres enquêtes, et ça fait un effet comme ça, des petites rivières qui font le grand ruisseau. Non, c'est l'inverse. Bon, vous avez compris. Oui, patriarcat qui se retrouve aussi dans les casernes de pompiers. Forcément, enfin, c'est ces milieux qui sont quand même très masculins. Il y a un sujet peut-être, bon, on est toujours sur Sainte-Soline, hein, mais c'est quelque chose dont tu m'as parlé et c'est vrai que c'est assez rare pour le mentionner sur l'appropriation assez rapide par la pop culture sur ces vidéos très choquantes et très violentes, donc oui, qu'on a vu beaucoup tourner sur les réseaux sociaux et sur plusieurs humoristes qui en ont fait des chroniques, qui ont essayé soit de vulgariser, soit d'en rire. Donc Pierre-Emmanuel Barré qui a fait l'objet d'une plainte du ministère de l'Intérieur. Voilà, je pense à lui, il a été cité dans le chat, par exemple. Est-ce que tu voulais nous en dire plus sur les chroniques qui t'avaient marqué? J'ai aussi... non, je l'ai plus le lien pendant que je Ah oui. recherche le lien, vu que je dis... Moi j'ai bien aimé la chronique de Loïc Sécheresse aussi dans Les Jours. Bon, après je travaille pour Les Jours avant, donc forcément j'ai toujours une petite tendresse. Et puis il y a une petite BD Instagram de Lisa Mandel aussi. On est en train de chercher. Ah oui, que tu recherches. Mais oui, en fait je trouve ça marrant de voir son travail détourné pour faire de l'humour avec et faire de l'art avec, je trouve. Alors... alors attendez, je réussis. Pour les personnes qui sont arrivées après le bug de l'an 2000, là où j'ai dû tout marrer en plein stream. Voilà, donc là c'était la BD de Lisa Mandel, que je vous envoie aussi dans le chat. Crimey River Darling qui nous dit gloire à Pierre-Emmanuel Barré. Ça aussi, ça dit quelque chose de la société de pouvoir être soutien à la Bonnette et à Pierre-Emmanuel. Qui, lui, n'a pas été jeté par terre. Non, ils n'ont pas subi le même traitement. On voit quand même l'emoji soutien à la Bonnette. Au final, c'est assez rare par rapport à tes articles. C'est la première fois que les fait des BD avec mon article. Ouais, en tout cas, qu'ils s'en embarquent si rapidement. Oui, bah c'est chouette. Ouais, tu te dis que ça aide aussi à faire caisse un peu de résonance. Meilleure publicité possible pour un humoriste. Le délit d'ironie.
Bravo pour le travail. En tout cas, ne me dit pas de fouillis. Merci. Merci. Donc oui, on a déjà répondu à la question. Non, ils ne peuvent pas supprimer les images. Ah, alors, quel était ton état d'esprit quand tu as décortiqué ces images? Pas avec une prise de recul, vraiment quand tu étais face aux images, est-ce que c'est 90 heures d'images je dois dire que j'étais étonnée qu'on voit aussi bien, Ouais. que le son soit bon, que les images soient lisibles, parce que c'est vrai que on est parfois plus habitué à voir des images de vidéosurveillance un peu loin, un peu nazes, dans enfin ouais, des images vues de loin, enfin dans Des les choses images amateurs, des inexploitables, trucs oui, qui hein. bougent. Bon bah là, il y avait quand même beaucoup d'images qui étaient très nettes et qui permettaient vraiment de voir la scène. Ça m'a un peu étonnée. Et après, bon, je pense que le sous-jacent de la question, c'est Est-ce de que t'es dire est-ce tombé des que nues? Est-ce que bah non, je suis pas tombée des nues. Après, j'étais étonnée, mais comme vous, hein, que des gendarmes qui se filment eux-mêmes fassent autant de choses devant les caméras qu'ils sont pas censés faire, quoi. C'est-à-dire que ce soit des tirs tendus ou des propos qui n'ont rien à faire là. Là où j'étais étonnée, c'était que ce soit par eux-mêmes qu'on le découvre et pas par d'autres. Ouais. En fait, c'est dans leur propre rang que ça les a que ça les confondus, quoi. Donc oui, ça m'a étonnée. Après, bon ben, on l'a dit, hein, il y avait beaucoup d'heures de rush à regarder. Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre aussi, hein. C'est pour mon état d'esprit. Il y avait, enfin, je pense que beaucoup de collègues m'ont vu zoner entre mon bureau, le canapé et un bureau où j'étais debout pour changer un peu de position. Enfin, au bout d'un moment, c'était un peu lourd aussi de. Il y a quelqu'un qui a Beaucoup de demandé si t'avais détonations. compté combien d'heures ça t'a pris de tout. Parce que Ben, t'as pas tout non. regardé, tu disais vous êtes partagé Oui, le on s'est travail à partagé, mais je pense plusieurs. que ce qui est sûr, c'est qu'on a regardé au moins 20 heures chacune. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as des infos on a des infos sur la plainte entre Nunez et Pierre-Emmanuel Barré? Non. Non. Ah, c'est une question intéressante de Terence qui te demande comment tu parviens à créer un lien de confiance avec certains membres des forces de l'ordre pour obtenir des informations intéressantes. Ben, comme pour toutes sortes de journalisme, en fait, on essaye d'expliquer honnêtement ce qu'on fait, de dire pourquoi c'est important, pourquoi ce qui nous guide, c'est pas ni la haine de la police, ni l'inverse, contrairement à ce que peuvent avoir comme préjugés certains membres des forces de l'ordre, que ce qui nous guide, c'est l'intérêt public et que s'il y a des informations dont ils ont connaissance et qu'ils estiment devoir être rendues publiques, bah, nous, on peut s'en saisir, les vérifier et aboutir à une publication, si la vérification est possible, quoi. Donc, en fait, on ne peut que miser sur des personnes qui pensent, qu'il faut de l'intégrité dans ce métier-là et que Mediapart peut être un canal aussi de discussion. Puis avec des gens qui n'ont pas forcément peur des journalistes en tant que profession, parce que le plus compliqué parfois c'est de briser la glace, c'est de se rencontrer. Une fois qu'on s'est rencontrés et qu'on a discuté un peu, bah, on s'aperçoit qu'on peut échanger ensemble et que sans forcément que la personne devienne une source au sens où elle nous transmettrait des informations confidentielles, mais déjà discuter de nos professions respectives, des règles qu'on essaye de suivre et de la manière dont on veut exercer notre métier, c'est déjà important. Et il y a évidemment des policiers, des gendarmes qui sont prêts à discuter, même s'ils sont pas censés le faire. Heureusement. Et puis comme tu l'expliquais, il y a aussi un respect des règles, il y a le contradictoire aussi, et voilà, ça crée une relation de confiance de voir que de notre côté c'est réglo, qu'il n'y a pas de piège. Il y a Gonis qui demande comment s'est fait la répartition, collaboration avec Libération. Bonsoir, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai, et ben, on a tout fait ensemble, au sens où on s'est mis d'accord sur le délai dans lequel on voulait essayer de publier, qu'on s'est attendu quand il y en avait un qui était en avance, un qui était en retard. C'est avec un journaliste de Libération avec qui j'ai l'habitude de travailler aussi, hein, donc ça s'est très bien passé et on avait le même matériau de départ et ensuite on en discutait très fréquemment pour voir au fur et à mesure aussi sur quoi on mettait l'accent, qu'est-ce qui nous intéressait le plus. Voilà, c'était fluide. Je pense que c'est le moment de parler de tes culture parce qu'elles sont en lien Oui. direct avec Pour une le fois. sujet de ce soir. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Jingle, vous avez vu ça? On a des moyens ici. Donc, pour les nouvelles, le moment Père Castor ou Mère Castor, c'est le moment où l'invité nous parle de ses recommandations culturelles. Et donc, ce soir, Camille nous propose des
recommandations qui sont en lien avec le sujet de ce soir. Voilà. On t'écoute sur dossier 137. D'accord, dossier 137, vous en avez peut-être entendu parler si vous êtes dans ce Twitch. C'est le film de Dominique Moll qui parle de l'IGPN et qui raconte une enquête de l'IGPN de l'intérieur vue par une enquêtrice qui travaille sur un gilet jaune qui a été gravement blessé pendant une manifestation. Voilà, c'est un chouette film, notamment parce qu'il arrive à mettre en scène une enquête, mais de manière hyper intéressante, narrative, vivante, alors que quand même, ça pourrait être un peu rébarbatif de se dire qu'on va suivre une enquête de police. Et en fait, c'est super bien fait. Comme déjà La Nuit du 12, qui était Oui, quand même c'était une grande aussi bien réussite de fait. Dominique Moll. Voilà, ça c'est la première recommandation. Ensuite, la deuxième. Ensuite, alors là, c'est purement journalistique. C'est une enquête de 3 journalistes qui ont travaillé sur le rap français. Ça s'appelle L'Empire. Ça vient juste de sortir. De Paul Deutschmann, Simon Piel et Joanne Tillwin. Ça mêle plein d'intérêts que je peux avoir. Vas-y. Mais du coup, c'est vraiment une enquête sur à la fois l'industrie du rap et comment elle est parvenue au sommet de tout, puisque en fait, c'est juste les rappeurs qui vendent le plus. Qui sont le plus écoutés en France et qui se penchent aussi sur les liens qu'il peut y avoir entre certains des plus grands rappeurs et la criminalité organisée. Voilà, c'est vraiment une enquête de journaliste, c'est très bien fait. Et le troisième, c'est complètement différent. C'est un bouquin aussi qui s'appelle Mange ta peine, recette du prisonnier à l'isolement, qui a été écrit par Mauben, qui est le pseudo d'un détenu. C'est lui aussi qui fait les illustrations du livre, qui a discuté pendant assez longtemps avec Gaël Waro, avec qui ils ont conçu des recettes à écrire en prison, avec une préface d'un journaliste anciennement de Libération qui s'appelle Jackie Durand, qui est spécialisé en critique gastronomique. Et il se trouve qu'après la publication du livre, Mauben a été transféré dans la prison haute sécurité de Condé-sur-Sarthe, c'est-à-dire qu'il a des droits qui ont été très largement réduits, avec des horaires de parloir très, très petits, très réduits, des conditions carcérales qui se sont beaucoup durcies, notamment parce qu'il avait publié ce livre sans accord de l'administration pénitentiaire, grâce à ses conversations avec Gaël Waro. Et donc, depuis, de mémoire, 2 ou 3 semaines, il subit un traitement qu'il n'avait pas jusque-là. Le pauvre, sachant qu'il a passé 11 ans en régime d'isolement, enfin, c'était déjà pas des conditions incroyables, quoi. Oui, je connaissais pas du tout ce livre, ça donne envie de le lire. Ça fait un petit contre-pied au livre de Nicolas Sarkozy. Exactement. Le nouveau livre de référence, nous dit Terence, rédigé par un prisonnier, celui de Sarko. C'est que des recettes de yaourt. L'éditeur du livre était chez Au Poste ce matin. Merci, Grenouille Météo. Il y a une tier list de meilleurs yaourts. C'est pour un ami. Je vois que c'est parti un peu en débat dans le chat sur pour ou contre d'avoir des forces de l'ordre tout court. On ne va peut-être pas aller sur un débat philosophique ce soir. Est-ce que toi, tu voulais peut-être une conclusion, un mot de la fin, une ouverture sur tout ce que ça t'a inspiré sur le maintien de l'ordre, sur... Il y a pas mal de questions dans le chat, des gens qui s'inquiètent. Est-ce que ça veut dire que les personnes vont plus éteindre leur caméra, ou alors on va faire plus attention en disant potentiellement ma caméra est en train de tourner. L'avenir le dira. L'avenir nous le dira. Est-ce que c'est une belle conclusion, ça, l'avenir nous le dira? C'est très mystérieux. Oui, enfin, t'inquiète pas, hein, Kata, Dreads, débat, c'est pas un gros mot. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des débats dans le chat. Du moment que personne s'insulte, c'est OK la contradiction. Je voulais donc vous remettre le lien vers le dossier méga bassine. Oh là là, Valéno nous dit cette émission est loin de nous avoir bassinés. Merci. Meilleur mot de la fin, je pense. Ah oui, là vraiment, ça va être difficile de faire un meilleur jeu de mots. Terence, il n'est pas satisfait de ta conclusion. Est-ce qu'il y a des sujets en lien avec les services de police que tu souhaites creuser à tout court terme? Mais je ne peux pas répondre, Terence, vous le savez bien. Bah oui, sinon, qu'est-ce qui se passe? Des sources de tout, la PIM, c'est fini, il n'y a plus d'article, il n'y a plus de Mediapart. Terence, tu nous veux du mal. Donc on va rester sur ton mot de la fin plus philosophique. L'avenir nous le dira? L'avenir nous le dira. Ok. Avant qu'on se quitte, si vous voulez acheter en précommande le livre Les Comploteurs, qui est écrit par un de tes camarades du pôle enquête, Antoine Rouget, qu'on vous avez vu dans ce stream il y a, je dirais, 3 semaines.
C'est pour tout comprendre de l'affaire Perdriau, écrit comme un roman et avec l'angle humain développé. Je ne l'ai pas encore lu, mais il paraît que c'est très bien. Il faut savoir qu'Antoine souvent nous achète du chocolat pour le pôle enquête, donc plus vous achetez son livre, plus il nous achètera du chocolat. Et le Pensez-y. chocolat, dedans, il y a du magnésium et que ça fait du bien aux gens qui voient des images difficiles. Voilà, donc si vous voulez rendre service au pôle enquête avec Camille, il faut acheter Les Comploteurs et en plus, vous pouvez acheter un jeu de cartes qui a l'air incroyable avec des mères, des images notamment, celle de Georges Tron avec un pied à la main. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter Les Comploteurs, c'est un bon cadeau de Noël. Pour les cadeaux de Noël, il y a également les avocados dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que tu as une préférence pour le chocolat? Jamais il y a des gens qui veulent t'en offrir, c'est J'aime bien suisse ou c'est belge? les noisettes, mais je ne peux pas recevoir de cadeaux à part de mes collègues, bien sûr. Bien sûr. Chocolat doux, salé. Merci. Ah oui, ça va vraiment. Ouais, on a la reco de 2 km de chocolat par jour est valide, tout à fait. Il y a beaucoup de messages de remerciements en tout cas pour son travail et d'incitations à prendre soin de toi. Et on parlait de Sainte-Soline, on a depuis aujourd'hui le spectacle de Walidia en VOD sur le site. Et il paraît qu'il y a une tirade très épique sur Sainte-Soline à la fin, que je n'ai pas encore visionné. Voilà. Je vous l'envoie également dans le chat. Et vous retrouvez Host, bien sûr, vendredi prochain pour sa médiapartinale à 10h. Voilà, écoutez, merci pour tous vos messages. Merci beaucoup Camille pour ta présence et toutes tes réponses. Merci une fois de plus pour vos messages toujours intéressants. Un seul message, une seule personne bannie en 2 heures de chat avec à peu près 1000 personnes. Je pense que vraiment on a la meilleure communauté de tout Twitch. Merci vraiment pour... ça fait un peu une respiration hein, de pouvoir parler comme ça avec vous et d'avoir toujours ces questions intéressantes. Donc on se retrouvera avec plaisir lundi prochain. Merci à vous. Et je vais chercher vers qui est en ligne pour vous faire un raid, pour pas se quitter comme ça. La meilleure commu pour le meilleur journalisme. Merci, c'est très gentil. Kat la petite voix, je vais voir si elle est ok, si elle est en ligne. On va aller chez Kat la petite voix. Hop. En espérant qu'il n'y ait pas de bug. Comme ça, tu assistes au raid, les coulisses du raid. Allez, Kat la petite voix. Tandis avant Noël, on se prépare ensemble le meilleur. C'est là que tu veux qu'on aille toi aussi? T'as dit 4 la petite voix. Oui, ok, j'ai cru que tu me disais genre oui, Kat la petite voix, elle est approuvée par la street. Très bien, bonne soirée à tout le monde. Vous retrouverez le replay sur Twitch et sur YouTube. Je lance le raid, ne quittez pas. Et oui, on chouchoute la santé mentale, c'est important. Bonne soirée. Alors attends, le raid se lance. C'est le raid. Merci à tous et à toutes.